On va commencer ce cours de bridge sur les enchères compétitives à haut palier. Je vais partager mon écran que vous allez voir tout de suite. Voilà, normalement, vous avez accès au début du cours que je vais mettre en grand comme les deux autres conférences. Vous allez voir normalement en grand sur votre écran d'ordinateur. Alors, le thème du jour aujourd'hui sera: est-ce qu'on a intérêt, quand l'adversaire nous embête, et notamment à haut palier, c'est-à-dire au niveau de 4, de 5, est-ce qu'on a intérêt à en rajouter une couche, c'est-à-dire à surenchérir, ou est-ce qu'on a intérêt à laisser l'adversaire jouer? C'est ça qu'on va voir en détail aujourd'hui. Alors, il y a beaucoup de situations, donc on verra évidemment pas toutes les situations. C'est un peu, quelque part, présomptueux de dire qu'on va faire le tour de la situation, de cette situation-là. Dans certains cours, on peut considérer qu'on fait le tour de la situation dans des cours spécifiques. Là, dans un cours aussi large que ça, je vais apporter beaucoup d'éléments de réponse, mais évidemment, je ne pourrais pas être exhaustif sur le sujet. Ce serait très présomptueux. Il y a tellement de cas de figure. Mais je vais essayer quand même de vous donner quelques éléments de jugement en fait pour pouvoir prendre la bonne décision. Savoir, est-ce qu'on laisse l'adversaire jouer, est-ce qu'on le contre, ou est-ce qu'on peut surenchérir, et en fonction de quoi. Alors, donc, dès qu'il y a un fit dans votre camp et un fit chez l'adversaire, souvent la bataille commence. C'est-à-dire que les adversaires ils trouvent leur fit, nous aussi on trouve un joli fit, et quand tout le monde a trouvé un fit, et bien évidemment on bataille. Voilà, et c'est en ce sens qu'on appelle ça une séquence compétitive. Dès qu'on parle de séquence compétitive, c'est que les adversaires essayent d'arracher le contrat dans leur atout à eux, et nous on essaye d'arracher le contrat dans le nôtre. Le principe est le suivant: on aura souvent trois options. Alors, ça ne se résume pas toujours à trois options, mais en gros, c'est à peu près ça. Les trois options sont les suivantes. On va pouvoir surenchérir si on pense que c'est légitime. On va pouvoir passer si tant pis, l'adversaire a remporté le morceau. Ou parfois, quand on pense que l'adversaire va chuter et qu'on a des points à gagner en le faisant chuter, eh bien, on pourra faire un contre punitif. Alors, les contres punitifs, évidemment, c'est plutôt en général au niveau de 4 ou 5. Au niveau de 3, on l'a vu d'ailleurs assez récemment, pour celles et ceux qui ont suivi la conférence il y a quelques jours, au niveau de 1, 2, 3, la plupart des contres, ils sont plutôt d'appel. Mais au niveau 4 ou 5, les contres commencent à devenir de plus en plus à caractère punitif. Voilà, donc on aura ces trois options-là et on va voir laquelle des trois on a intérêt à prendre en fonction de notre jeu. Voilà. Alors, la raison pour laquelle on peut surenchérir sur l'adversaire, en fait, il peut y avoir deux raisons qui n'ont pas grand-chose à voir, mais qui permettent d'avoir un bon résultat à l'arrivée en tournoi. C'est ça le but, de faire mieux que les autres comparé aux autres. C'est un peu ça l'idée. Que ce soit en tournoi par paire ou en match par 4, le but, c'est de faire mieux que de l'autre côté. Ces deux raisons, pourquoi on surenchérit? Il y a deux raisons distinctes pour lesquelles on pourrait surenchérir. La première, c'est on surenchérit parce qu'on pense qu'on va gagner le contrat qu'on se propose de jouer. Ça, c'est légitime. Si je pense que j'ai des chances de gagner 5 piques, eh ben, je surenchéris à 5 piques. La deuxième raison, qu'on va d'ailleurs aborder en premier dans le cadre de cette conférence, c'est l'idée qu'on peut surenchérir en pensant souvent chuter, mais que la chute de notre contrat va empêcher l'adversaire de gagner son propre contrat. On appelle ça, vous connaissez je pense, un contrat de sacrifice. Un contrat de sacrifice, c'est un contrat où on se dit, bon, je vais chuter, -1, -2 parfois, mais je vais empêcher l'adversaire de gagner sa manche. Et donc, on perdra des points,
évidemment, puisqu'on pense chuter, mais on perdra moins de points. On perdra moins de points qu'en laissant l'adversaire gagner son contrat. Voilà. Donc, ce sera à nous de faire un petit calcul, d'essayer d'imaginer ce qui va se passer. Mais au-delà de ça, on aura des éléments pour prendre la bonne décision. Parce qu'on n'aura que notre jeu, nous, on n'aura pas le jeu de notre partenaire, donc on ne saura pas exactement. Mais à l'aide de plusieurs éléments, on va pouvoir savoir la plupart du temps. Voilà. Donc, ça, vous connaissez le terme, hein. On est en défense, on défend, ou on fait un contrat de sacrifice. Ça veut dire, bon, on accepte de perdre des points, mais on se dit qu'on perdra moins de points qu'en laissant jouer l'adversaire. Donc, avant de parler de décisions quand on pense gagner notre contrat, on va d'abord parler des décisions quand on fait un contrat de sacrifice. Et on va voir quand est-ce qu'on a intérêt à le faire et quand est-ce qu'on a intérêt à s'en abstenir. Alors, je vois qu'il y a pas mal de mains levées. Je fais un petit aparté. Alors, si c'est du domaine de la question, en général, on revient à la fin de la conférence. Je reviendrai sur toutes vos questions. Donc, si c'est une question, n'hésitez pas à la noter par écrit et moi, je reviendrai dessus à la fin. Voilà. Parce que sinon, il y a beaucoup de questions et ça peut être vraiment long. Voilà. J'en suis désolé, mais je ne peux pas toujours prendre vos questions au vol. Voilà. J'espère que ce ne sont pas des questions techniques, en tout cas que vous me voyez bien et que vous m'entendez bien, en tout cas. Alors, donc on va d'abord parler des contrats de sacrifice en premier lieu. Voilà. C'est un peu dans l'ordre des choses. On va d'abord aborder ça et puis après on parlera de quand on pense gagner notre contrat, comment on réagit. Donc, on va étudier notamment 4 paramètres à prendre en considération quand vous êtes en train de vous demander est-ce que je surenchéris ou pas. Il faut toujours passer en revue ces 4 paramètres. Ça vous permettra de savoir finalement est-ce que statistiquement c'est votre intérêt, je parle toujours d'intérêt moi, c'est votre intérêt de surenchérir ou est-ce que ça ne l'est pas. Alors, on va commencer maintenant avec des cas concrets. Pour l'instant, c'était beaucoup de phrases un peu abstraites, mais on va commencer avec des cas concrets. Alors, peut-être un rappel pour vous sur l'histoire de la loi des atouts. Alors évidemment que vous la connaissez, mais je vois qu'elle n'est pas toujours appliquée, qu'on a tendance parfois un peu l'oublier dans le feu de l'action, on va dire. On est là à se dire, bon, est-ce que je surenchéris ou pas? Tiens, mon adversaire il m'embête, je vais surenchérir. Gardez toujours ça en tête, l'idée que une surenchère va être souvent motivée dans le cadre de situations compétitives par le nombre d'atouts total que vous avez. Ne perdez jamais ça en ligne de mire, gardez toujours ça en ligne de mire. Quand vous avez une situation compétitive, je ne sais pas, l'adversaire est à 4 cœurs, vous demandez est-ce que je vais à 4 piques, ou l'adversaire il est à 4 piques, vous demandez est-ce que je monte à 5 trèfles. Pensez toujours à la loi des atouts, ça va vous aider. Alors la loi des atouts, c'est quand on a 8 cartes, on peut aller au niveau de 2. Ça, on va aller rapidement là-dessus. C'est quand on a 9 cartes, c'est notre intérêt d'aller au niveau de 3, avec 10 cartes au niveau de 4 et avec 11 cartes au niveau de 5. Donc ça nous sert de base, en plus de tous les éléments de jugement qu'on va apporter ensuite, ça nous sert de base pour savoir s'il est plutôt sain ou pas très sain de surenchérir. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'appliquer aveuglément, on va le voir, mais ça nous sert quand même de base pour savoir si c'est quand même plutôt une bonne chose ou une mauvaise chose de surenchérir sur l'adversaire. Alors, c'est ce que je disais, c'est ce que je viens de dire là. Voilà, on l'applique. C'est pas ah tiens la loi des atouts, allons-y, caporal, loi des atouts, on t'obéit. C'est pas tout à fait exactement ça, mais on ne faut pas l'oublier non plus complètement. Elle a vraiment un fondement statistique. Voilà. Elle donne un cadre général pour savoir si c'est plutôt intéressant de surenchérir ou pas. Surtout quand on fait un contrat de sacrifice, particulièrement quand on fait un contrat de sacrifice. Alors, voilà, vous avez un premier jeu. Alors, vous avez la vulnérabilité à chaque fois qui est en haut, vous voyez, en vert, là, c'est-à-dire que tout le monde est vert. Alors, on va se pencher sur la vulnérabilité un peu plus tard, mais pour l'instant, j'ai mis une vulnérabilité neutre. Quand tout le monde est vert ou tout le monde est rouge, on appelle ça une vulnérabilité neutre dans le cadre de situations de haute compétition. Alors, votre adversaire a ouvert d'un cœur, donc vous êtes le jeu de sud. Vous êtes le point d'interrogation à chaque fois. Donc, votre adversaire a ouvert d'un cœur, votre partenaire a fait un 2 faible que vous connaissez à 2 piques, l'adversaire monte à 4 cœurs et on se pose légitimement la question de monter à 4 piques ou pas.
ce qui va motiver la plupart du temps la décision de monter à 4 piques, en dehors un petit peu de la vulnérabilité évidemment, et on y reviendra à la vulnérabilité, ça va être le nombre d'atouts. Là, en l'occurrence, vous êtes absolument certain d'avoir 10 atouts à vous deux. Je vous conseille, moi, quand vous avez 10 atouts, la plupart du temps, il faut vraiment qu'il fasse mauvais temps dehors. On va voir que dans certains cas de figure, on va s'y refuser d'aller au palier de 4 avec 10 atouts, ça peut arriver. Mais la plupart du temps, on a plutôt intérêt, quand on a 10 atouts, à monter au niveau de 4. Là, vous avez… Je vois que, excusez-moi, je vois qu'il y a quelqu'un qui est en train de me demander quelque chose. Je ne sais pas exactement. Je vous prie de m'excuser. Je ne sais pas. Alors, pour revenir à notre histoire, on a 10 atouts et 10 atouts. Veuillez m'excuser. Je vois qu'il y a quelqu'un qui me demande le contrôle à distance de mon écran. Alors, je ne sais pas d'où ça vient. Veuillez m'excuser, j'en ai pour 30 secondes. Désolé. Bon, on revient à notre histoire. Je ne sais pas pourquoi il y a quelqu'un qui demande le contrôle à distance de mon écran, mais comme ça perturbe mon écran à moi, il y a des petites choses qu'il faut que je règle encore comme ça. Alors, pour revenir à nos moutons, là, on a 10 atouts. Donc, on pourrait se dire, on va peut-être chuter de 1, on va peut-être chuter de 2, on va peut-être chuter de 3, ça pourrait arriver. En moyenne, on va dire, on va chuter entre 1 et 2. On sait qu'on n'a pas beaucoup de points. On n'a que 8 points d'honneur. Le partenaire a entre 6 et 10 points d'honneur quand il fait un 2 faible. Donc, on est minoritaire en points. Mais on se doute qu'on va faire, en gros, en moyenne, je vais vous avouer qu'avec ce jeu-là, on va faire en moyenne 8 plis à la tout pique. Eh bien, c'est notre intérêt de surenchérir avec un jeu comme ça. Parce que, certes, on va chuter de 1 ou 2, mais on est absolument certain que l'adversaire va gagner son contrat de 4 cœurs avec un jeu comme ça. Donc, c'est notre intérêt de ne pas le laisser jouer. Alors, s'il monte à 5 cœurs, on verra, on le laissera jouer. On verra s'il chute. De temps en temps, il va chuter 5 cœurs. Ça, c'est possible. Mais 4 cœurs, a priori, on fera quoi? Un pli à pique, un pli à trèfle, peut-être un autre pli de part si le partenaire a une dame ou un roi à côté de son as de pique. Donc, ou peut-être on fera notre valet de trèfle, on n'en sait rien. En tout cas, au palier de 5, on laissera l'adversaire jouer. Mais notre intérêt là, c'est de pousser un peu l'adversaire au palier de 5. Soit il nous laisse jouer 4 piques, il nous contre, mais on perdra moins de points qu'en le laissant jouer son 4 cœurs, soit on va le pousser au niveau de 5, à ce moment-là, on essaiera de voir si on arrive à le faire chuter, on passera. S'il monte à 5, après on passera. Voilà, donc c'est notre intérêt du fait de la loi des atouts. On sait qu'on a 10 cartes à pique, donc c'est notre intérêt d'aller au niveau de 4. Voilà. On pourra déroger de temps en temps si on a peur, mais il ne faut pas que la peur devienne systématique. Bien sûr que parfois, par exemple, vous allez me dire, au tournoi par paire, on va chuter de 3, ils vont nous contrer et on peut perdre 500 points. Ça peut arriver. Mais encore une fois, c'est statistique. Si vous chutez de 3 et que vous perdez 500 points, tant pis. En match par 4, déjà, ce ne sera pas dommageable. Là, après, cette conférence s'adresse plutôt à des deuxièmes séries. Donc, vous connaissez bien la différence entre match par 4 et tournoi par paire. En match par 4, si vous perdez 500 points et que l'adversaire s'apprêtait à en marquer 420, ce n'est pas grave du tout. Voilà, ce n'est pas grave du tout. Voilà. Alors, je vois qu'il y a encore des… C'est pas possible, je perds le contrôle de toute cette histoire. Je perds le contrôle de toute cette histoire. Pourtant, je ne sais pas ce que je peux faire ou ne pas faire. Il y en a qui doivent écrire, ils doivent aller sur annoter, je pense. Ça y est, je viens de voir où vous êtes. Sur annoter. Alors, veuillez m'excuser, j'en ai pour 2 secondes. Il doit y avoir une option que je n'ai pas prise. Ah, voilà. C'est bien parce que quand vous faites une bêtise, vous savez vous reprendre tout seul. J'ai des choses que je peux vous empêcher de faire, mais je n'ai pas vu où je pouvais vous empêcher d'écrire sur l'écran, donc merci de ne pas le faire, c'est super.
Donc, on passe à notre deuxième cas de figure. Alors, on est dans la même situation, mais cette fois-ci, on a un atout en moins. Ah ben ça recommence. On a un atout en moins, on n'a que 3 cartes à pique, et notre partenaire en a garanti 6 de la même manière. Vous remarquez que c'est la même situation. Donc, on pourrait se dire, bon, on va faire quasiment le même nombre de plis, on a intérêt à aller à 4 piques. Ce n'est pas tout à fait la même chose parce que cette fois-ci, vous avez un atout en moins. Et quand vous avez un atout en moins, il y a déjà plusieurs choses qui peuvent se passer. Quand vous avez un pic en moins, vous ferez peut-être une coupe en moins de temps en temps. Et au-delà de ça, vos adversaires, ils ont plus de piques si vous en avez moins. Donc, s'ils ont plus de piques, il y a une petite chance peut-être que vous fassiez plus de levées de pique à la tout cœur. Si vos adversaires jouent à la tout cœur et que vous avez deux plis à pique qui passent, peut-être de temps à autre, ça pourra arriver, vous ferez chuter le contrat de 4 cœurs. Hein. Si votre partenaire, par exemple, a un singleton à trèfle, on ne sait jamais. En tout cas, dites-vous bien une chose, moins vous avez d'atouts, plus vous aurez de cartes qui risquent de passer dans l'atout. C'est-à-dire que là, vous n'avez que 9 cartes à pique, donc les adversaires en ont 4. Si par hasard ces 4 cartes sont 2-2, par exemple, les 4 cartes à pique des adversaires, vous allez déjà faire 2 plis au lieu d'un. Donc ça va changer le nombre de plis à pique que vous pourrez faire à l'atout cœur, c'est-à-dire dans l'atout des adversaires. Voilà. Et au-delà de ça, ça commence à être un peu dangereux de surenchérir parce que vos adversaires, comme ils ont plus de piques, ils auront tendance plus souvent à vous contrer. Quand vous avez 10 cartes à pique, par exemple, si l'adversaire a une dame de pique, il ne la fera pas. Mais si vous avez 9 cartes à pique, si un adversaire par hasard a la dame de pique, il a des chances de la faire. Ça modifie quand même les statistiques. Même si on a l'impression qu'on fera le même nombre de plis, le fait d'en avoir que 9 atouts va modifier les statistiques. Et là, ça va devenir plutôt déraisonnable de surenchérir. On aura plutôt intérêt à passer à ce moment-là. Voilà. Et là, la différence entre ces deux jeux, vous remarquez que c'est uniquement la loi des atouts. Hein. Ce n'est pas spécialement une distribution qui a changé plus que ça, puisqu'on a toujours un double ton en tout et pour tout. Mais simplement, le fait de n'avoir que 9 atouts rend la surenchère plus dangereuse. Parce que l'adversaire, il aura plus de piques. Donc, il aura plus souvent intérêt à vous contrer. Plus l'adversaire, moins vous avez d'atouts, plus l'adversaire en a, plus il en a, plus il aura tendance à vous contrer et à ne pas surenchérir. Quand vous avez 10 atouts, les adversaires, ils ont moins d'atouts. Donc, ils auront plus, ce sera parfois leur intérêt, mais ils seront plus enclins à surenchérir s'ils ont moins d'atouts dans votre couleur à vous. Moins d'atouts dans les piques. Ils vont plus souvent surenchérir. Voilà. Il y a aussi l'idée de que, est-ce que l'adversaire, il va un peu, entre guillemets, tomber dans le panneau, façon de parler, c'est-à-dire est-ce qu'il va surenchérir sur mon enchère ou est-ce qu'il risque trop de me contrer? Moins on a d'atouts, évidemment, plus l'adversaire risque de nous contrer. Plus c'est dangereux, d'une certaine manière. Alors, un cas de figure un peu différent. Je vous laisse regarder tout ça. Votre partenaire ouvre de 3 carreaux, l'adversaire intervient 4 piques. Alors, vous connaissez l'adage, hein. La maxime, c'est pas de barrage sur un barrage. C'est-à-dire que notre partenaire fait un barrage et l'adversaire, quand il dit 4 piques, ce n'est pas du tout un barrage. C'est qu'il a beaucoup de piques, mais il peut avoir un beau jeu. Il peut avoir 15 points, 16 points. Il n'a pas forcément moins de 10 points là. Quand votre adversaire fait là en l'occurrence quand Nord fait un barrage, Est, c'est pas un barrage sur le barrage de l'adversaire. C'est juste pour dire qu'il pense gagner le contrat de 4 piques raisonnablement. Voilà. Il pense le gagner. Alors c'est à nous d'évaluer est-ce qu'on a intérêt à surenchérir ou pas. Comme d'habitude, le premier réflexe va être le suivant. Bon, on peut regarder la vulnérabilité, évidemment. Là, c'est ni très bon ni très mauvais. Et évidemment, on va regarder le nombre d'atouts qu'on a. Le partenaire, il a montré 7 cartes à carreaux. Et nous, on en a 4. Ça nous fait un total de 11 cartes à carreaux. Avec 11 cartes à carreaux, c'est quand même notre intérêt de surenchérir au niveau de 5, du fait de la loi des atouts. Certes, ça peut arriver qu'on chute de 1, 2, parfois de 3. Ça peut arriver qu'on chute de 3. Mais on se doute que le contrat de 4 piques va gagner. On en est quasiment certain. Qu'est-ce qu'on va faire comme pli à 4 piques? On fera le roi de cœur, peut-être la dame de cœur. On va faire l'as de carreau, on n'en sait rien parce qu'on a 11 cartes à carreau. Donc, s'ils n'en ont que 2, il y a une chance sur 2 que si les adversaires ont 2 carreaux, il y en a un qui est une chicane. Notamment celui qui a dit 4 piques, il a peut-être une chicane à carreau. Donc, on est quasiment certain que l'adversaire gagne 4 piques. Et nous, on sait qu'on chutera de 1 ou 2,
parfois de 3 à 5 carreaux. Si on évalue à 5 carreaux, on ne va pas perdre de pli à carreau, c'est sûr, on va perdre l'as de cœur, on va perdre un ou deux piques et puis on va perdre un ou deux trèfles. Donc on va faire moins 2, parfois moins 3. Mais n'oubliez pas que même si vous faites moins 2 ou moins 3 et que vous êtes contré, c'est sensiblement comme le 4 piques en termes de points, mais que vous permettez parfois aussi à votre adversaire, enfin vous permettez, façon de parler, vous allez enjoindre votre adversaire à surenchérir et peut-être qu'à un palier plus haut, il chutera. Pensez toujours que c'est toujours votre intérêt que votre adversaire se retrouve au niveau de 5 piques plutôt que 4 piques. Vous n'avez rien à perdre et tout à gagner puisque 5 piques, ça ne lui rapporte pas plus de points. Et des fois, il s'expose à chuter. Ça peut arriver là avec ce jeu-là quand même qu'il chute 5 piques. 4 piques plutôt pas. Les 5 piques, ça commence à devenir une possibilité. Si vous faites l'as de carreau, si les carreaux sont 1 et 1, vous faites l'as de carreau et vous faites 2 plis à cœur ou bien un pli à cœur et peut-être la dame de trèfle, si votre partenaire a le valet, ça peut créer un pli. À ce moment-là, vous allez faire chuter 5 piques. Évidemment, si l'adversaire monte à 5 piques, on ne montera pas à 6 carreaux avec un jeu comme ça. Mais au moins, on le fait monter à 5 piques. Voilà. C'est l'idée. On dit 5 carreaux, on a 11 atouts, et on ne commence pas à se dire oui, mais bon, je vais trop chuter. Quand vous avez 11 atouts, la plupart du temps, je vous conseille quand même de monter au niveau de 5, parce que ne serait-ce que si l'adversaire a un seul carreau de chaque côté ou bien une chicane, il surenchérira naturellement la plupart du temps. Donc s'il surenchérit, c'est forcément bon pour vous. Et si par hasard l'adversaire a un chelem, remarquez au passage que si l'adversaire a un chelem, vous l'embêtez plus qu'autre chose, parce qu'il n'a plus la possibilité de poser le blackwood en disant 400 atouts, parce qu'il y a aussi l'argument, oui, mais je vais les pousser au chelem. Non, s'ils veulent aller au chelem, ils sont assez grands pour aller au chelem tout seuls. En revanche, en disant 5 carreaux, vous allez quand même empêcher l'adversaire de poser un blackwood à la tout-pique. Donc ça va quand même le gêner, cet adversaire, que vous disiez 5 carreaux, s'il envisageait le chelem. Ça va le gêner plus qu'autre chose. Donc ça, c'est encore une raison supplémentaire pour dire 5 carreaux. Alors, voici le même jeu, mais encore une fois, on a modifié une carte. Je modifie une carte, c'est-à-dire qu'on a un carreau en moins. Alors, si on a un carreau en moins, ça a l'air de rien, ça a l'air de ne pas changer grand-chose, mais en réalité, ça fait un atout en moins, et avec un atout en moins, il y a plusieurs choses qui se passent, et notamment une chose qui se passe, c'est que vous avez votre adversaire va beaucoup plus souvent vous contrer à 5 carreaux, et si votre adversaire vous contre à 5 carreaux, vous allez peut-être chuter à peu près du même nombre de levées, c'est-à-dire 2 levées, 3 levées, ça ne va pas changer énormément, mais le contrat de 4 piques a déjà un tout petit peu plus de chances de chuter parfois, parce que votre as de, comme les adversaires ont moins de carreaux, votre partenaire, il a un carreau en plus, pardon, pas votre partenaire, les adversaires ont un carreau en plus, et donc, si les adversaires ont un carreau en plus, votre as de carreau, déjà, il a une plus grande chance de passer, puisque vous avez moins de carreaux. Donc, il sera moins souvent coupé. Et en plus de tout cela, vous avez des chances de faire peut-être un pli à cœur, oui, un deuxième peut-être, peut-être un pli à trèfle. Donc, encore une fois, comme votre as de carreau, maintenant vous avez un carreau en moins, est sûr de passer, ça vous assure un pli au contrat de 4 piques que vous n'aviez pas tout à l'heure. Voilà. Donc, avec 10 atouts, ça devient un peu trop dangereux de surenchérir parce que votre adversaire il vous contrera plus souvent puisque vous avez moins d'atouts. C'est le même raisonnement que tout à l'heure. Quand vous avez moins d'atouts, les adversaires en ont plus. Je parle des atouts carreaux. À l'atout carreau, vos adversaires ont plus de carreaux. Donc, s'ils ont plus de carreaux, ils ont plus de chances de vous contrer. Ça, c'est logique. Et au-delà de ça, votre as de carreau, à 4 piques, il a plus de chances de passer, de ne pas se faire couper quand vous n'avez que 3 cartes à carreau plutôt que quand vous en avez 4. Donc, on a l'impression que c'est des jeux qui sont identiques, mais en fait, ce n'est pas tout à fait identique. Parce qu'il y a un cas où on a un atout en plus et un cas où on a un atout en moins. On n'a pas l'impression que ça change vraiment notre nombre de levées qu'on va faire à carreau, et ça, c'est un peu vrai, mais ça va changer d'autres choses qui vont faire que finalement, on va considérer que c'est plus sage de passer. C'est en ce sens que la loi des atouts s'applique dans ce genre de cas. Alors, après avoir parlé de loi des atouts, on va évidemment parler de notre distribution. Alors, notre distribution, évidemment, c'est à prendre en compte énormément aussi. La loi des atouts, c'est bien pour donner un cadre général. Est-ce qu'on a 10 atouts, 11 atouts, 9 atouts, etc. Mais évidemment, ça ne réglera pas tout. Notamment, vous savez très bien que quand on a, par exemple, des singletons dans la couleur adverse, ou encore mieux des chicanes,
on aura tendance plutôt à surenchérir. Et quand on aura un jeu très plat, on aura tendance à laisser l'adversaire jouer. Donc pensez, un singleton, c'est une plus-value. Une chicane, parfois dans la couleur adverse, ça nous permet, quand on a une chicane dans la couleur adverse, de surenchérir parfois même au niveau 5, voire même parfois au niveau 6. C'est vraiment un élément qui est important, une chicane dans la couleur adverse pour surenchérir. Ça va parfois assez souvent bien tourner de surenchérir au palier de 5 quand on a une chicane dans la couleur adverse. Si évidemment on a trouvé un fit, hein, on n'enchérit pas à l'aveugle. Hein. Mais quand on a trouvé un fit intéressant et qu'on a en plus une chicane dans la couleur adverse, c'est un cas de figure où ce sera intéressant de surenchérir au palier de 5 la plupart du temps, voire même de 6. Alors, je vais tout de suite vous donner un premier exemple. Donc, ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si on a un jeu très plat, par contre, moi, je ne doute pas spécialement que vous surenchérissiez avec des jeux avec une chicane dans la couleur adverse. Vous savez très bien que ça vaut de l'or et vous surenchérissez sans problème. Ce que je vois parfois, ce que je constate parfois, même chez des très bons joueurs, des deuxièmes séries, des premières séries, c'est que parfois ils surrenchérissent avec des jeux, sous prétexte qu'ils ont un fit, ils surrenchérissent avec des jeux 4-4-3-2, 5-3-3-2. Les jeux où vous avez un jeu plat, quand vous êtes à haut palier et que vous êtes en train de vous demander est-ce que je fais un contrat de sacrifice, quand vous avez parfois un jeu plat et que vous n'avez pas assez d'atouts, il vaut mieux laisser tomber l'affaire. Hein. Surtout des jeux plats. Hein. Alors, premier cas de figure, un pic, mon partenaire intervient à 2 cœurs. Là, vous remarquez que ce n'est plus un barrage. Hein. C'est une intervention au palier de 2 sans saut. Ce n'est plus un barrage. Donc, votre partenaire, il dit en gros qu'il a 6 cartes à cœur et qu'il a parfois 5 très belles cartes à cœur, c'est vrai, mais la plupart du temps 6, et qu'il a au moins 11 points, on va dire. 10-11 points. Alors, l'adversaire, évidemment, ne nous laisse pas de répit, il monte à 4 piques. Ici, c'est vrai que vous n'avez que 10 atouts. Donc, concernant juste la loi des atouts, ça ne va pas dans le sens où on a dit qu'au niveau 5, il fallait plutôt 11 atouts. Mais pour compenser le manque d'un atout pour aller au niveau de 5, on a dit que c'était plutôt 11 atouts au niveau 5, pour compenser cela, vous avez un singleton dans la couleur adverse. Alors, quand vous avez un singleton dans la couleur adverse, c'est comme si ça valait un atout de plus. Pensez comme ça. Hein. Quand vous avez un singleton dans la couleur adverse, ça vaut un atout de plus. Voilà. Donc là, c'est comme si vous aviez 5 cartes à cœur finalement. Pour en revenir, si on veut se référer à la loi des atouts, on imagine que 4 atouts, 4 cartes à cœur plus un singleton, c'est comme si on avait 5 cartes à cœur. Donc là, c'est légitime avec un jeu comme ça. Peut-être on chutera de 1 ou 2, mais on se doute, on est quasiment sûr qu'il gagne 4 piques quand on a un jeu comme ça. Ça arrivera qu'il chute, mais ce sera assez rare. Et en tout cas, à l'atout cœur, on chutera peut-être de 1 ou 2, mais on perdra moins de points en les laissant gagner leurs 4 piques. Encore une fois, si l'adversaire monte à 5 piques, je respecterai l'adversaire, je le laisserai jouer son 5 piques en espérant que ça chute. Et moi, mon intérêt, là, à ce stade, c'est de dire 5 cœurs. Cette décision est motivée par le fait que, certes, je n'ai que 4 atouts, ça ne fait que 10 atouts, mais j'ai un singleton dans la couleur adverse. Et ça vaut de l'or. Voilà. Donc, on peut évidemment déroger à la loi des atouts. La loi des atouts, ça donne un cadre, mais on peut évidemment déroger si on a une bonne raison. Là, la bonne raison, c'est le singleton à pique. Alors, cas de figure suivant, vous avez un jeu comme ça. Alors, vous avez le même jeu, mais cette fois-ci, vous n'avez plus de singleton à pique. On a un jeu qui est faible, on a un jeu qui est plat, parce que 4-4-3-2, c'est quand même un jeu plat. Et on a l'impression que ça ressemble beaucoup au jeu d'avant, mais la différence, c'est qu'on perdra un pli de pique peut-être en plus. Alors peut-être mon partenaire coupera au deuxième tour les piques, mais moi, ce qui était intéressant dans le fait d'avoir un singleton à pique, c'était que je pouvais faire une coupe du côté court. Moi, à la tout cœur, je suis le côté court. Donc si j'avais un singleton à pique, ça me permettrait de faire une coupe du côté court et de dédoubler les atouts. C'est en ce sens que le fait d'avoir moins d'atouts que le partenaire, ce qui est le cas là, et un singleton, ça me permet de faire des coupes en plus du bon côté pour dédoubler les atouts. Et là, ça ne va plus être le cas. Donc là, d'un seul coup, ce jeu est beaucoup moins intéressant. Alors, évidemment qu'on regardera la vulnérabilité. Si on est rouge, on n'ira jamais à 5 cœurs avec ce jeu-là.
Vert, ce n'est pas une bonne idée non plus. Après, à vous de voir, si, on va y venir tout à l'heure de toute façon, si vous êtes avec ce jeu-là, si vous êtes vert et que l'adversaire est rouge, ça pourrait être une option de dire 5 cœurs. Voilà. On verra l'influence de la vulnérabilité après. Mais ce serait le seul cas de figure où ce serait envisageable. Là, dans ce cas de figure-là, avec un jeu plat, faible, monter au niveau de 5, même comme on a 10 atouts, c'est vrai, mais monter au niveau 5 quand on a un jeu plat et faible, c'est exagéré. Voilà. Surtout quand la vulnérabilité n'est pas spécialement bonne. Une vulnérabilité spécialement bonne, on va y revenir, c'est quand on est vert et que les adversaires sont rouges, pour faire un contrat de sacrifice. Voilà, donc on préfère passer parce qu'on n'a plus de singletons. On a le même nombre d'atouts que tout à l'heure, mais cette fois-ci, ce n'est pas le nombre d'atouts qui va faire pencher la balance. Ce n'est pas le nombre d'atouts, c'est notre distribution. Et d'un seul coup, le surenchérir, ça devient un petit peu compliqué de surenchérir au niveau 5 avec un jeu comme ça. Voilà. On essaye de trier, comme on dit, je sais plus, de trier le bon grain de livret. Voilà, là, c'est plutôt livret, là, parce que on n'a pas assez d'atouts, on n'a pas un beau jeu, on n'a pas une distribution intéressante. Alors, une séquence un petit peu plus complexe, mais bon, vous allez trouver rapidement. Hein, votre adversaire ouvre d'un sans atout, votre partenaire emploie le landy, que vous connaissez bien, hein, 5 et 4 dans les majeurs. Il promet 5 et 4 dans les majeurs, parfois 5 et 5, mais au moins 5 et 4, et environ une dizaine de points. Alors, l'adversaire monte à 300 atouts. Il monte à 300 atouts, alors peut-être qu'il est motivé par le fait d'avoir une longue à trèfle. On voit bien que l'adversaire, lui, nous, on n'a pas de trèfle du tout. Donc l'adversaire, quand il dit 300 atouts, il a peut-être une longue à trèfle et des simili arrêts dans les majeurs. Il n'a pas toujours des tonnes d'arrêts dans les majeurs quand il fait ça, l'adversaire. Il n'a pas toujours As-Roi dans les majeurs, hein. Loin de là. Donc ce qui est sûr, c'est que l'adversaire, il pense gagner son 300 atouts quand il monte 300 atouts. Alors moi, je vais me dire, bon, l'adversaire, c'est sûr qu'il va gagner 300 atouts, hein, quasiment sûr, hein. Il a un arrêt dans les majeurs. Quand il prendra la main, il va faire toute sa longue à trèfle et il va gagner son contrat. La question, c'est est-ce que moi, j'ai intérêt à faire un contrat de défense ou pas? Eh bien, avec ce jeu-là, j'ai beau avoir un jeu maigrelet, j'ai quand même une distribution très intéressante. Parce qu'on sait qu'on a 9 ou 10 cartes à pique, au moins 9, mais peut-être 10. Hein. Donc 9 ou 10 cartes à pique. Et au-delà du nombre de piques, on a quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est le fait d'avoir un singleton à trèfle. Ça me laisse supposer que mon partenaire qui a fait un landy a des chances d'avoir peut-être 2 ou 3 cartes à trèfle et du coup, peut-être un singleton à carreau. Comme j'ai beaucoup de carreaux et que mon partenaire a dit qu'il avait beaucoup de majeurs, il a des chances d'avoir 2 ou 3 trèfles puisque j'en ai très très peu et d'avoir peut-être un singleton à carreau. Donc si on a beaucoup d'atouts, que mon partenaire a un singleton à carreau et que moi j'ai un singleton à trèfle, on va pouvoir faire beaucoup de coupes. Du coup, on va limiter la casse. Si on joue 4 piques, on va limiter la casse, c'est-à-dire qu'on va chuter de 1 ou 2, mais on perdra moins de points. Des fois, on va gagner en plus, hein, mais bon, admettons qu'on chute, on perdra moins de points qu'en laissant l'adversaire gagner tranquillement son 300 atouts. Ça paraît un peu kamikaze d'aller dire 4 piques, mais statistiquement, avec ce jeu-là, c'est la bonne décision du fait qu'on est sûr d'avoir 9 ou 10 atouts et en plus qu'on a une distribution qui en vaut la chandelle. Donc, c'est notre intérêt. Alors, si l'adversaire monte je ne sais où, s'il monte à 5 trèfles ou s'il monte à 400 atouts, pour jouer 400 atouts, ben, je le laisserai jouer 400 atouts. On espérera que son 400 atouts chute. Des fois, ça peut arriver que le 400 atouts chute. Voilà. Donc, au moins 9 cartes à pique et une très jolie distribution, eh bien, c'est votre intérêt d'aller titiller un peu l'adversaire et l'embêter pour ne pas le laisser tranquille. Voilà. Et ça, on ne prend ce risque-là que parce qu'on a beaucoup d'atouts et qu'on a une distribution intéressante. La qualité des atouts, vous allez me dire, les atouts ne sont pas beaux. La qualité des atouts, quand on a 9 ou 10 atouts, c'est moins important. La qualité des atouts, elle est importante quand on n'a que 8 atouts, là c'est important. Mais quand on a 9 ou 10 atouts, la qualité des atouts est moins importante. On préférerait avoir roi, dame, valet de pique, je ne dis pas. Mais ça devient quand même intéressant. Le partenaire, il a fait un landy, il n'a pas rien du tout. Hein. Quand on fait un landy, on a quand même, il a des honneurs dans les majeurs, un petit peu, le partenaire. On ne chutera pas tant que ça à 4 piques. Et des fois, si le partenaire, par exemple, il a 5 cœurs, 5 piques et une chicane à carreau, ça peut arriver qu'on gagne 4 piques. Ça peut tout à fait arriver qu'on gagne 4 piques. Hein. Il ne suffit de pas grand-chose pour gagner 4 piques. Hein.
Si le partenaire il a 5 piques, 5 cœurs et une chicane à carreau, on gagne le 4 piques. Voilà. Alors maintenant, je mets exactement le même jeu, mais un jeu 5-3-3-2. Et évidemment, c'est plus du tout la même histoire. On a le même nombre de points, c'est la même situation, c'est la même vulnérabilité, on a le même nombre d'atouts, mais cette fois-ci, la distribution fait pâle figure. C'est-à-dire qu'on n'a pas de valeur de coupe. Alors, on a une petite doubleton à cœur, d'accord, mais enfin, ce n'est pas extraordinaire. Et surtout, notre singleton à trèfle a disparu. Donc, d'un seul coup, on ne fera plus des tas de coupes en dédoublant nos atouts. Donc, on a beau savoir qu'on a 9 ou 10 cartes à pique. On sait qu'on a 9 ou 10 cartes à pique, on le sait. Mais avec un jeu faible, quand on a un jeu plat comme ça, c'est trop dangereux. On risque des fois de perdre, des fois on perd 800 points. Hein. Si vous faites moins 4 à 4 piques, ça fait 800 points pour eux. Alors ils s'apprêtaient à gagner 400 et d'un seul coup ils vont gagner 800. Ce n'est pas une bonne idée. Donc quand vous avez un jeu plat, encore une fois, c'est votre intérêt de passer parce que vous n'avez plus les valeurs de coupe que vous aviez juste avant. Un jeu plat, si on n'est même pas sûr, là en l'occurrence avec la loi des atouts, on n'est même pas sûr d'en avoir 10. Hein. Tout à l'heure non plus, mais tout à l'heure au moins on avait des coupes pour compenser. Là, on n'est pas sûr d'avoir 10 atouts. On a un jeu plat, on a un jeu faible, donc c'est un peu exagéré quand on pourrait n'avoir que 9 atouts, on a un jeu plat, on a un jeu faible, d'aller dire 4 piques tout seul. Ça peut arriver que 4 piques ce soit une bonne défense, hein, bien sûr, mais là ce serait trop dangereux avec un jeu comme ça. Ce serait vraiment trop dangereux. Vous voyez, à chaque fois, je vous donne la distinction entre deux jeux qui se ressemblent, mais voir où est-ce que penche la balance. C'est vraiment ça qu'on va voir aujourd'hui dans des cas assez compliqués. Peut-être ça vous paraît simple, tant mieux pour vous, mais moi je trouve que ces cas ne sont pas si simples dans le sens où il suffit d'un élément qui change et hop, l'espérance mathématique de telle ou telle décision va changer, évidemment. Alors, troisième point qu'il faut prendre en considération tout le temps, la vulnérabilité. Ça, vous savez bien faire en général, la vulnérabilité, ça ne vous échappe pas. Évidemment, il y a des cas de figure où on se demande est-ce que je surenchéris ou pas. On est un peu à se dandiner, à se demander si on surenchérit ou pas. Et évidemment, quand on se demande si on surenchérit, il faut regarder ce qu'on appelle la couleur de l'étui. La couleur de l'étui, c'est qui est rouge, qui est vert. Alors, un petit rappel quand même, que vous devriez savoir, mais bon, je le redis. La vulnérabilité, ça ne sert quasiment que pour les enchères compétitives, quasiment. Quand vous vous demandez si vous allez à la manche, il n'y a pas de raison d'aller plus à la manche quand on est vert. Je connais bien ce principe-là qui est complètement fallacieux, qui n'existe pas, de dire « Ah, je suis vert, je vais à la manche ». Non, pas du tout. Quand on demande la manche, quand l'adversaire a passé, ce n'est pas une situation compétitive. Les adversaires ont passé. Si on demande la manche, quand les adversaires ont passé, on se demande si on y va ou pas. Le fait d'être vulnérable ou pas n'a pas d'incidence. On pourrait même dire que l'incidence, c'est uniquement en match par 4, c'est-à-dire en duplicate. On aura tendance à aller un peu plus à la manche quand on est paradoxalement rouge, parce que ça rapporte plus de points quand on se demande si on va à la manche pour gagner la manche. Là, je parle de situations qui ne sont pas compétitives. Donc, le seul cas où on pourrait prendre en considération, c'est quand on est en duplicate, en match par 4, on va un peu plus souvent à la manche quand on est rouge. Bon, c'est une idée reçue complètement fausse qu'on va plus à la manche quand on est vert dans les situations de bridge générales. Revenons à nos moutons. Là, on va parler des situations compétitives. Donc là, évidemment, c'est plus du tout pareil. Quand on est dans un contrat, quand on est dans une situation compétitive, excusez-moi, quand on est dans une situation compétitive, là, ça va être différent. Donc, on va y venir. Voilà. Quand on se demande est-ce que je fais un contrat de sacrifice ou pas, évidemment, la vulnérabilité va jouer. En quoi elle va jouer? Eh bien, on va regarder qui est vulnérable, qui ne l'est pas. Et notamment, si on pense que l'adversaire gagnait une manche et qu'on fait un contrat de sacrifice, qu'est-ce qui va nous arriver? Évidemment, quand l'adversaire gagne une manche et qu'on fait un contrat de sacrifice, l'adversaire n'est pas content. Alors, soit il surenchérit, d'accord, mais parfois, ce qui arrive, et assez souvent, c'est qu'il nous contre. Alors, s'il nous contre, eh bien évidemment, le nombre de levées de chute auxquelles on aura droit va varier suivant la vulnérabilité. Si on est rouge,
et qu'ils sont verts, si nous on est rouge et qu'ils sont verts, c'est le pire. Parce que s'ils sont verts, ils gagnaient une manche, mais ça ne leur rapportait pas tant de points que ça, puisqu'ils étaient verts. Quand on gagne une manche qu'on est vert, on gagne moins de points que quand on est rouge. Donc ils s'apprêtaient à gagner une manche qui leur rapportait peu de points, et nous on va faire un contrat de sacrifice, donc on pense chuter, mais comme on est rouge, évidemment, l'addition est très vite plus salée. C'est ça l'idée quand on est rouge, c'est que quand on chute, on va vite perdre beaucoup de points. Donc on peut, quand on est rouge et que les adversaires sont verts, je vais vous avouer, empiriquement, c'est-à-dire voilà, sur le terrain, ce sera assez rare qu'on fasse un contrat de sacrifice. Ça peut arriver, mais c'est vraiment très rare. Il faut vraiment avoir une distribution intéressante ou beaucoup d'atouts. Si on est tout le monde vert ou tout le monde rouge, eh bien, quand on fait un contrat de sacrifice, on peut chuter jusqu'à 2 levées et ça nous est encore favorable. Si on chute encore moins 2, par exemple, je joue 5 cœurs contrés, je fais moins 2, mais l'adversaire gagne un 4 piques, bah, c'est très bon en tournoi par paire, par exemple, parce que je perds moins de points en laissant l'adversaire gagner. Donc, je peux chuter jusqu'à 2 levées. On peut faire le calcul ensemble. Si tout le monde est vert, l'adversaire s'apprête à gagner 420 points, ou 400 points, ou 420 points. Si je monte et que l'adversaire me contre et que je fais moins 2, ça fait 300 points. Donc 300, c'est inférieur à 400, donc j'ai réussi dans l'opération à sauver 100 points. Si tout le monde est rouge, c'est la même manip. L'adversaire s'apprêtait à gagner cette fois-ci 600 points ou 620 points, et en chutant de 2 levées contrées, si tout le monde est rouge, je perds 500 points. 500 rouge contré, c'est 500. Donc 500, c'est moins que 600. Donc vous voyez, le raisonnement est le même si on est vert ou rouge. On peut chuter de 2 levées. Voilà. Si tout le monde est vert ou si tout le monde est rouge. Vert, l'adversaire gagnait moins de points en gagnant sa manche. Je l'empêche de gagner moins de points, mais je perds moins de points en chutant. Rouge, je perds plus de points en chutant quand on est rouge, mais on empêche l'adversaire de gagner quelque chose, un contrat qui était encore plus juteux pour lui, qui était encore plus fructueux, puisque quand il est rouge, il gagne plus de points quand il demande une manche. Tout ça, ce raisonnement, c'est sous réserve que l'adversaire demande une manche. Voilà. Donc ça, c'est une situation neutre. Et enfin, la situation où on fait des contrats de sacrifice beaucoup plus souvent, c'est quand on est vert et que les adversaires sont rouges. Parce que là, on peut chuter jusqu'à 3 plis. Vous êtes vert, vous êtes contré, vous faites moins 3, 100, 300, 500. Donc 500 points. 500 points, les adversaires sont rouges, ils s'apprêtaient à gagner 600 points ou 620 points. Donc, c'est profitable pour vous de surenchérir. La plupart du temps. Donc ça, c'est vraiment la situation. C'est pour ça qu'on adapte d'ailleurs, je fais un petit aparté, on adapte d'ailleurs nos ouvertures de barrage en fonction de cela. Pourquoi on ouvre beaucoup plus en barrage quand on est vert contre rouge que quand on est rouge contre vert? Pourquoi d'un seul coup, les conditions de barrage deviennent beaucoup plus souples quand on est vert contre rouge? Parce que les situations de contrat de sacrifice sont beaucoup plus fréquentes, beaucoup plus. Donc, du coup, on se dit, je vais trouver un contrat de sacrifice en ouvrant en barrage. Et puis, je peux chuter de 3. Donc, c'est un peu, on fait un peu plus ce qu'on veut. C'est pour ça que moi, je vous conseille dans les ouvertures de barrage, quand vous êtes rouge, de faire vraiment avec ce qu'il faut. Mais quand vous êtes vert, et surtout quand vous êtes vert contre rouge, allez-y sur les ouvertures de barrage. Si vous attendez d'avoir toujours 7 cartes et 2 gros honneurs pour ouvrir au barrage au niveau 3, quand vous êtes vert contre rouge, faites-le avec tout ce qui vous passe par la tête. Vraiment, c'est votre intérêt. Rouge, par contre, on fait plus attention pour ouvrir de barrage. Et ça découle de ce qu'on vient de dire là, du fait que la vulnérabilité permet ou ne permet pas un certain nombre de levées de chute. Alors, très rapidement, on va voir ces cas-là un peu rapidement parce que vous avez compris le principe. Donc, évidemment, ce qu'on a dit pour la manche, c'est aussi valable pour le chelem. Ça arrive des fois qu'on fasse une défense contre un chelem. L'adversaire, il demande un chelem. Vous avez très peu de points, mais vous avez beaucoup d'atouts. Et ben, ça peut être intéressant, si on est vert contre rouge, de faire une défense. Voilà. Allons-y sur celle-ci. Alors, voilà, là, par exemple, c'est typiquement un jeu où on est un peu à la croisée des chemins. Mon adversaire ouvre d'un pic, mon partenaire dit 2 trèfles, il a 6 cartes à trèfle.
Mon adversaire dit 4 piques, je me dis, est-ce que je surenchéris ou pas? Alors, les bonnes nouvelles, c'est qu'on a quand même au moins 10 atouts, ça c'est pas mal. On dit souvent pour aller au niveau 5, il en faut 11, mais enfin on a déjà 10, c'est pas mal. En plus, on a un roi de trèfle pour aider notre partenaire dans les trèfles, donc ça c'est vraiment bien. Mais bon, on n'a que 10 atouts. Notre distribution, elle n'est pas géniale, hein, on n'a pas de singleton, enfin on a 2 doubletons. Alors le doubleton à pique, on ne pourra pas faire de coupe avec, puisque mon partenaire il va couper avant moi, a priori il y a des chances quand même. Hein. Donc on ne fera pas de coupe avec. Mais un doubleton à cœur, peut-être on pourra faire une coupe, parce que si mon partenaire il a 3 ou 4 cartes à cœur, c'est possible hein, qu'il ait 3 ou 4 cœurs. Je pourrais faire des coupes avec. Donc c'est coup-ci, coup-ça. Quand c'est coup-ci, coup-ça, eh ben, vous faites une chose, vous regardez la vulnérabilité. Là, en l'occurrence, il est stipulé que vous êtes vert et que l'adversaire est rouge. Donc, dans ce cas, dans cette situation idoine pour un contrat de sacrifice, il ne faut pas vous priver. C'est votre intérêt avec ce jeu-là d'aller dire 5 trèfles. Au pire, l'adversaire, il va souvent gagner 4 piques, ça quasiment toujours. Je ne veux pas dire toujours, c'est jamais toujours, mais souvent, il va gagner 4 piques quand vous avez ce jeu-là. Vous n'avez pas l'ombre d'une levée de défense. Votre roi de trèfle, vous ne le ferez jamais, il sera coupé de toute façon. Votre partenaire fera peut-être son as de trèfle, enfin, ce n'est pas une levée qui vous appartient, vous, l'as de trèfle. Donc, vous, votre roi, il sera coupé, et à côté, vous n'avez pas de levée. Donc, l'adversaire, il va gagner 4 piques. Vous, la question, c'est est-ce que vous allez chuter beaucoup à 5 trèfles? Vous allez peut-être perdre un pic, parce que votre partenaire il a les chances de couper. Vous allez perdre peut-être, je ne sais pas moi, 2 cœurs. Vous allez peut-être perdre 1 ou 2 carreaux. Bon, vous allez faire moins 2 ou moins 3. C'est vrai, vous allez faire moins 2 ou moins 3. Mais moins 2 ou moins 3, c'est moins de points pour l'adversaire que si vous le laissez gagner son 4 piques, d'autant plus que l'adversaire est rouge. Donc, il s'apprête à gagner 620 points. Il ne faut pas le laisser. Voilà. Ah voilà, c'est ce que je dis, s'affiche à l'écran. Très bien. Le camp Est-Ouest s'apprête à marquer 620 points. Donc, on a intérêt, on est en balance, on se demande est-ce que je vais défendre ou pas. Je n'ai pas un très beau jeu, mais bon, à la fois, j'ai 10 atouts. Qu'est-ce que je fais? Regardez la vulnérabilité à ce moment. Alors, je mets exactement le même jeu, à ceci près, évidemment, qu'il y a quelque chose qui a changé, c'est que cette fois-ci, vous êtes vulnérable et l'adversaire ne l'est pas. Donc, l'adversaire va gagner moins de points. Vous savez toujours qu'il va gagner 4 piques, ça ne change rien, il va gagner 4 piques l'adversaire, mais il gagne moins de points, il gagne que 420 points. Ce n'est pas 620, 420. Au-delà de ça, vous êtes rouge, et vous savez très bien que si vous montez à 5 trèfles, eh ben, la foudre va vous tomber sur la tête, c'est-à-dire que l'adversaire il va sans doute vous contrer. Si vous chutez de 2, même seulement de 2, c'est déjà plus cher que si vous laissez les 420 points à votre adversaire. 420 points, eh ben, c'est inférieur aux 500 points que vous perdriez si vous montez à 5 trèfles et que vous chutez ne serait-ce que de 2 levées. Et là, vous êtes favori avec un jeu comme ça à 5 trèfles pour chuter en moyenne de 2 ou 3 plis. Hein, voilà, une moyenne. Hein. Bon, des fois, on va chuter de 1, des fois de 2, des fois de 3. Peut-être de 4, avec ce jeu-là de 4, ce sera rare. Mais même là, si vous chutez de 2 ou 3 plis, c'est une mauvaise opération. Et pourquoi? Et à cause de la vulnérabilité. Voilà. Donc, on préfère passer. Tant pis, on est un peu frustré de ne pas pouvoir donner le fit à notre partenaire, mais c'est trop dangereux. C'est le même jeu, c'est la même situation, mais la vulnérabilité, là, nous laisse plutôt penser que surenchérir va être une mauvaise chose. Donc là, on reste de marbre et on passe. Et tant pis, l'adversaire va gagner son 4 piques. Hein. Ça, au moins, ce ne sera pas pire. Je vois qu'il y a plein de questions, c'est bien, hein, j'y répondrai à la fin. Toutes les questions que vous aurez, j'y répondrai. Je sais que il y a des fois, ça peut vous frustrer d'avoir des questions à poser et de ne pas pouvoir que j'y réponde pas, mais j'essaie de donner vraiment le maximum d'éléments de réponse. Mais je répondrai aux questions. Il y a peut-être des choses que je n'ai pas bien expliquées, donc je reviendrai à la fin, évidemment. Alors, un trèfle, notre partenaire fait un barrage violent à 4 carreaux. Il nous dit qu'il a a priori 8 cartes à carreaux, en principe. Alors, des fois, 7 belles cartes, pourquoi pas. Parce que c'est vrai que là, lui, il est vert contre rouge. Donc, ça peut arriver, s'il est vert contre rouge, qu'il soit un peu plus actif qu'il n'en faut. C'est ce qu'il faudrait faire. Hein. Quand on est vert contre rouge, on peut être un peu plus actif. Bon, mais bon, on peut le créditer quand même la plupart du temps de 8 cartes à carreaux. L'adversaire, d'un seul coup, hop, il saute à 6 trèfles dans l'idée de dire qu'il a beaucoup de points, il pense que le 6 trèfles est le bon contrat, c'est son droit d'aller à 6 trèfles.
toute façon, il n'a plus beaucoup de place. Est, le pauvre Est, on ne lui a plus laissé beaucoup de place. Donc, c'est ce qui arrive parfois. Hein, les compétiteurs de haut niveau, des fois, bon, quand ils n'ont plus trop de place et qu'ils pensent savoir quel contrat jouer, ils le nomment directement. Hein. Donc, ça, c'est tout à fait une séquence qui peut arriver. Hein. Alors, vous, c'est votre question de se dire, est-ce que je fais une défense à 6 carreaux ou pas? C'est ça l'idée. Alors, bon, une chose qu'on pourrait penser légitime, c'est de penser que légitimement que l'adversaire va gagner son contrat de 6 trèfles parce que vous n'avez aucune levée de défense. Votre partenaire, il a fait un barrage, donc il n'a pas beaucoup de points non plus. Hein. Donc, c'est très probable, très probable que votre adversaire gagne 6 trèfles. Alors, si votre adversaire gagne 6 trèfles, ça lui fait quand même vulnérable, ça lui fait quand même 1370 points, si vous voulez savoir. Mais pensez plus globalement, même sans connaître le chiffre exact, qu'un chelem vulnérable, quand on le gagne, on gagne aux alentours de 1400 points. Aux alentours de 1400 points. Voilà. Donc, vous, c'est à vous de voir si je défends un carreau, est-ce que ça me coûte plus ou moins de 1400 points? On peut faire le raisonnement ensemble. Mettons un jeu au partenaire avec, par exemple, 8 carreaux avec As et Roi et rien d'autre. Admettons rien de rien de rien. Mettons 8 carreaux As-Roi. Alors, je suis d'accord, il n'aura pas toujours ça. Ça, c'est vrai. Mais mettons-lui un jeu avec 8 carreaux As-Roi et rien d'autre pour voir ce que ça donne. Eh bien, s'il a 8 carreaux avec As-Roi et rien d'autre, on fera donc 8 plis de carreaux. 8 plis de carreaux et rien d'autre, ça veut dire que si on joue 6 carreaux et qu'on est contré, évidemment, on va faire moins 4. Alors, si on, parce qu'on doit faire 12 plis et on n'en fait que 8. Alors, si on fait moins 4 à 6 carreaux, ça veut dire qu'on perd vert. Quand on est vert, on perd 800 points. Puisqu'on moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, je vous rappelle comment on calcule 100, 300, 500, et après on calcule de 300 en 300. Donc c'est moins 1, c'est 100, moins 2, c'est 300, moins 3, c'est 500, moins 4, c'est 800, moins 5, c'est 1100, et après on continue de 300 en 300 à chaque fois. Pareil pour rouge. Rouge, c'est moins 1, 200, moins 2, 500, moins 3, 800, et après de 300 en 300. Donc là, si on fait moins 4 à 6 carreaux, on perd 800 points. 800 points, c'est quand même un gain substantiel par rapport, concéder 800 points, c'est un gain substantiel par rapport à concéder 1370 points. Même si vous ne concédez pas 800 points, mais que vous en concédez 1100, 1100, c'est toujours moins. Admettons que votre partenaire n'est pas à 8 carreaux As-Roi, mais qu'il est seulement 8 carreaux avec le roi, par exemple. Bon, tant pis. Et à ce moment-là, vous ferez que 7 plis de carreaux, mais 7 plis à carreaux, c'est toujours meilleur puisque vous ne perdrez que 1100 points comparé aux 1370. Donc tout ce calcul-là, il est possible que parce qu'évidemment, on a regardé la vulnérabilité et qu'on peut un peu se figurer combien de levées de chute on peut se permettre. Là, on peut se permettre beaucoup de levées de chute. L'adversaire gagne 6 trèfles, ça lui rapporte énormément de points, donc on peut se permettre beaucoup de levées de chute. Donc même avec un jeu très plat comme ça, votre jeu il est plat, c'est sûr, on n'est pas très content, hein, mais on se dit, comme on est vert contre rouge, eh bien, je perdrai beaucoup de points en défendant à 6 carreaux, mais je perdrai moins de points que les laisser gagner le 6 trèfles. Notamment en tournoi par paire, faut sauver les meubles. Vous perdez des points, mais vous en perdez moins. Donc si les autres ils laissent jouer le 6 trèfle et que vous ne laissez pas jouer le 6 trèfle, vous allez gagner des points sur eux, hein, sur vos concurrents. Hein. Donc quand on est sûr que l'adversaire va gagner et qu'on a l'impression qu'on perdra moins de points en faisant une défense, c'est notre intérêt de faire la défense. Je vous ai fait le raisonnement, hein, le partenaire a 8 carreaux As-Roi, on chute de 4. Si vraiment il n'a pas 8 carreaux avec As-Roi, ce qui est possible, hein, tout à fait possible, et à ce moment-là, on ne perdra pas 800, on perdra 1100. Mais 1100, c'est toujours moins que 1370. Voilà. Donc c'est une comparaison. Maintenant, je mets le même jeu, mais cette fois-ci, on est rouge et l'adversaire est vert. Quand l'adversaire est vert, le chelem ne lui rapporte plus tant que ça. Il lui rapporte plus que, en l'occurrence, 920 points. Mais d'y penser aux alentours de 1000, à peu près. Voilà. Petit chelem vulnérable aux alentours de 1400. Petit chelem non vulnérable aux alentours de 1000. Bon, après, vous pouvez connaître le chiffre exact, c'est très bien aussi. Hein. Donc 920 points, évidemment, c'est plus la conjoncture a changé. Hein. C'est-à-dire que là, on a
plutôt peur de faire une défense. Parce que même si on fait, admettons que mon partenaire est de la même manière, 8 carreaux avec As-Roi, faisons ça. Il a 8 carreaux avec As-Roi, ben, ça fait toujours les 8 plis de carreaux. Sauf que là, on fait une défense contre quelqu'un qui gagne 920 points et là, on va perdre 200, 500, 800, 1100. On fait moins 4, ça fait déjà 1100 points comparé à 920. Donc, même si on fait que moins 4, ce qui est déjà l'hypothèse optimiste, si le partenaire a 8 carreaux avec As-Roi, on va faire 8 plis de carreaux sur 12 plis demandés. Donc, on fera moins 4. Même si on fait seulement moins 4, c'est déjà plus cher que de les laisser gagner. Donc, ça veut dire que c'est un mauvais pari de défendre à 6 carreaux. C'est une mauvaise idée. Voilà, parce que ça va nous coûter trop cher. On va chuter de 4 ou de 5 comme tout à l'heure, peut-être admettons de 4, parce que le partenaire est rouge, donc il a des plus beaux carreaux, donc admettons qu'on chute de 4, ok, je vous l'accorde, mais même si on chute que de 4, eh bien, ça nous coûte plus de points que de les laisser gagner. On a fait le calcul ensemble. Donc, si ça nous coûte plus, eh bien évidemment, on n'envisage pas de défense. Voilà. Ce raisonnement-là, c'est uniquement, vous voyez, c'est le même jeu, la même situation, mais la vulnérabilité a changé. Et la vulnérabilité, on ne la prend pas toujours en compte, mais dans le cadre des contrats de sacrifice, c'est un élément prépondérant pour décider de ce qu'on fait. Parmi d'autres éléments, quand même. Je dis prépondérant, mais enfin, la loi des atouts et la distribution qu'on a vue précédemment, c'est très important aussi. Alors, dernier point, avant de parler du camp en attaque, parce qu'après on va parler un peu du camp en attaque, évidemment, la localisation des honneurs. Alors, nos honneurs, c'est important de voir où est-ce qu'ils sont. C'est toujours plus important que nos couleurs soient dans nos couleurs longues. Dans nos atouts, évidemment, notre atout, c'est important qu'il soit beau, mais il n'y a pas que l'atout. Il y a l'atout et il y a aussi les couleurs longues. Alors, regardons ensemble. Un cœur, j'ouvre, mon adversaire contre, mon partenaire dit 3 cœurs, qui est un barrage pour gêner l'adversaire. Quand après un contre, le soutien au niveau 3, c'est un barrage. Et l'adversaire, donc mon partenaire Nord, il n'a pas beaucoup de points. Il peut avoir des fois 5 points, 6 points. Il peut avoir un jeu faible. Mon adversaire, je parle de point d'honneur. Alors, Est, il veut jouer 4 piques, il pense qu'il va gagner 4 piques. Là, il ne fait pas un contrat de sacrifice, là, Est. Je ne suis même pas à 4 cœurs. Donc là, si j'étais à 4 cœurs, on pourrait penser que ça pourrait être un contrat de sacrifice. Mais là, ce n'est pas un contrat de sacrifice. Il aurait pu dire 3 piques, il en dit 4 délibérément. Donc, il pense probablement qu'il va gagner son 4 piques. Alors moi, je suis vulnérable, donc ça, c'est pas très bon. Et l'adversaire est vert. Bon, c'est pas terrible. Mais j'ai quand même, je sais que mon partenaire a des cœurs, donc j'ai 9 atouts, puisque mon partenaire en a 4. Et j'ai un singleton dans la couleur de l'adversaire. Et j'ai une couleur secondaire de très bonne qualité. Donc tous ces éléments-là vont faire que c'est vrai que je n'ai pas la loi des atouts avec moi pour aller au niveau 5. C'est vrai que la vulnérabilité n'est pas bonne, il faut quand même le dire. Mais comme j'ai 2 très belles couleurs et que je suis sûr d'avoir un feed de 9 cartes, comme j'ai 2 très belles couleurs, c'est mon intérêt quand même de ne pas laisser l'adversaire gagner tranquillement son 4 piques et de monter à 5 cœurs. Uniquement parce que j'ai une concentration de points dans mes couleurs longues. Voilà. Mon partenaire a fait un barrage, il n'a pas forcément beaucoup de points, mais moi j'ai un jeu qui est quand même très beau, donc c'est mon intérêt de surenchérir à 5 cœurs. Alors, bon, c'est vrai que le fait d'être rouge contre vert, là j'ai pas bien vu, bon, rouge contre vert, je rectifie un peu, on n'est peut-être pas obligé, c'est vraiment facultatif si on est rouge contre vert, c'est à nous de décider. Mais si par exemple on avait été vert, ou si on avait été vert contre rouge, là c'est sûr que sans ambiguïté, il faut faire une défense à 5. Pourquoi? Parce qu'on a des honneurs concentrés dans nos longues et qu'on a 2 belles couleurs longues. Alors je vous remets quasiment le même jeu, mais vous allez voir, ça va être la même situation. On a la même distribution, on a 5 et 5, mais cette fois-ci, vous voyez que ce qui a changé, là c'est quand même assez clair. Vos points d'un seul coup, vous avez peu de points dans les cœurs et dans les traits, vous avez une distribution intéressante, bien sûr qu'on a une distribution intéressante, on a un singleton à pique, mais d'un seul coup, nos points ne sont plus du tout concentrés dans nos couleurs longues. Donc, ça devient trop dangereux de faire un contrat de sacrifice. On sait qu'on a 9 atouts, c'est vrai, on sait qu'on a un singleton, un doubleton, tout ça c'est intéressant, mais on a trop de points dans nos couleurs courtes.
Donc, c'est plutôt une mauvaise idée de faire une défense avec un jeu comme ça. Ce sera assez rare que ce soit bénéfique pour nous. Voilà. Pensez, est-ce que j'ai beaucoup de points dans mes longues ou dans mes courtes? Les points dans les longues, on a tendance plutôt à surenchérir. Des points dans les couleurs courtes, c'est-à-dire là, en l'occurrence, les carreaux et même la dame d'atout. Bon, elle ne va pas forcément faire de pli, la dame d'atout, à l'atout pique, mais on ne sait jamais. Hein, si mon partenaire, par exemple, il a un roi de pique, ça peut servir ma dame de pique pour éviter qu'il soit pris en impasse, son roi de pique. Ou bien, si mon partenaire a un as de pique, si mon partenaire a un as de pique, j'ai une chance que mon partenaire fasse son as et que l'adversaire fasse une impasse et que je puisse faire ma dame, on ne sait jamais. Hein. Ça peut toujours épauler la dame de pique. Même si elle se fait croquer assez souvent, elle peut toujours servir à l'atout pique. Alors qu'à l'atout cœur, elle ne sert strictement à rien à l'atout cœur, ça c'est sûr. Alors, maintenant, évidemment, on va parler du camp en attaque. Là, on parlait beaucoup des contrats de sacrifice. Les paramètres qu'on a vus jusqu'ici sont à prendre en considération aussi de temps en temps quand on est le camp en attaque. Mais quand on est le camp en attaque, le but, ça va être de surenchérir en vue de gagner notre contrat. Jusqu'ici, on surenchérissait pour ne pas laisser les adversaires gagner leur contrat, ce qu'on appelle un contrat de sacrifice. Maintenant, on va voir quand on surenchérit dans un contrat pour essayer de le gagner. Alors, quand on est le camp, quand on sait clairement, on a établi qu'on avait beaucoup plus de points que les adversaires, on dit qu'on est le camp en attaque. Il y a des cas de figure au bridge où on sait tous les deux explicitement, d'après la nature de la séquence, qu'on est le camp en attaque. Quand on est le camp en attaque, alors je vous donne des exemples. Quand est-ce qu'on sait qu'on est le camp en attaque? Par exemple, quand j'ouvre et que mon partenaire change de couleur au niveau de 2, j'ai au moins 12 points, mon partenaire il a au moins 11 points, donc on a au moins 23 points d'honneur. Donc comme on a au moins 23 points d'honneur, on considère qu'on est le camp en attaque. Ou bien quand mon partenaire, par exemple, fait un Q-bid. J'ouvre, mon adversaire intervient et mon partenaire fait un Q-bid. Là, on est clairement le camp en attaque, c'est-à-dire qu'on ne surenchérira jamais pour faire un contrat de sacrifice. On surenchérira pour essayer de gagner notre contrat. Bref, il y a un certain nombre de cas de figure où on est catalogué comme le camp en attaque. Alors, ce qu'on va dire là-dessus, c'est que voilà, bon, on est en attaque et par opposition, évidemment, l'adversaire, on appelle ça le camp en défense, on l'a dit tout à l'heure, on passe rapidement dessus. Ce qu'on va dire là-dessus, c'est que quand on est identifié comme le camp en attaque, ce n'est pas toujours clair, hein, mais il y a des cas où c'est clair. Quand on est clairement identifié comme le camp en attaque, on ne laisse pas jouer l'adversaire sans le contrer. Quand on a, par exemple, j'ouvre d'un pic, passe, mon partenaire dit 2 cœurs, par exemple. Il a au moins 12 points, j'ai 11 points. On ne laissera jamais l'adversaire jouer sans le contrer. Soit on surenchérira, si on a envie de surenchérir sur l'adversaire, soit, si par exemple l'adversaire arrive à un moment à 5 trèfles, et un pic passe 2 cœurs et l'adversaire arrive à 5 trèfles, il est hors de question que je le laisse jouer son 5 trèfles. Soit je surenchéris au niveau de 5, soit je le contre, mais je ne le laisse pas jouer. Ça, c'est un principe important. Quand on est identifié comme le camp majoritaire en points, on ne laisse pas jouer l'adversaire sans le contrer. On surenchérit ou on contre, mais on ne le laisse pas jouer sans le contrer. Alors, évidemment, les règles qu'on a vues tout à l'heure vont être un peu les mêmes. Hein. Évidemment, la distribution va être importante. Évidemment, plus on a d'atouts, mieux ce sera. Ce qu'on va prendre en compte aussi, donc pour surenchérir, là, l'optique est différente. Hein. L'optique, c'est de surenchérir pour gagner notre contrat. Donc, on va regarder quand même le nombre de points qu'on a. Dans le cadre de contrat de sacrifice, on ne regardait pas tellement les points finalement. Finalement, on a fait un peu abstraction des points. Je ne dis pas que ça ne joue pas, mais on a regardé plus les autres éléments. Là, quand on se demande si on va gagner notre contrat, évidemment, on regarde un peu nos points pour savoir si on a les points pour aller au niveau requis. Alors, donc, quand on a une distribution très intéressante, on surenchérit. Et sinon, si on a un jeu un peu plat, mais qu'on sait qu'on est le camp en attaque, quand on sait qu'on est le camp en attaque, on n'oublie pas de contrer l'adversaire. Ça vous paraît peut-être évident, mais je vous assure que dans les tournois, ça, je vois encore un certain penchant philanthropique, je dirais, pour les adversaires, qui consiste à dire, bon, je ne veux pas les contrer. C'est vrai qu'on va dîner tout à l'heure ensemble au restaurant, donc bon, je ne veux quand même pas être mal avec eux. Ça fait partie, donc je ne vais pas contrer. Ça fait partie du jeu, hein, de contrer les adversaires. Ça fait partie intégrante du jeu.
D'ailleurs, les débutants au début, ils ne contrent pas parce qu'ils ont l'impression que s'ils contrent, ça veut dire qu'ils n'aiment pas leur adversaire. Ça n'a aucun rapport. Hein. On peut contrer notre meilleur ami. Hein. Le contre punitif, c'est juste pour dire l'adversaire fait un contrat de sacrifice, il me vole mon contrat. Donc, s'il me vole mon contrat, ben, je vais lui faire payer le plus possible tant qu'à faire. Donc, c'est pour ça que quand on est le camp en attaque, on ne laisse pas jouer les adversaires tranquillement. Si on ne veut pas surenchérir, si on ne veut pas céder au chantage de l'adversaire qui veut nous faire surenchérir, eh bien on le contre et on ne le laisse pas jouer si on est le camp en attaque. Ça, c'est très important. Alors même comme il est établi qu'on est le camp en attaque, quand c'est clairement établi qu'on est le camp en attaque, eh bien, puisqu'on a dit qu'on ne laissait jamais jouer l'adversaire, on peut même utiliser une enchère un peu spéciale qui s'appelle le pass forcing. C'est-à-dire que quand on veut surenchérir, on surenchérit. Quand on veut contrer l'adversaire, on contre. Mais si on est clairement identifié comme étant le camp en attaque, eh bien, on peut aussi, si on ne sait pas quoi faire, passer. Si le partenaire a encore la parole, l'idée du pass, ça va être de lui transférer la décision de contrer ou de surenchérir. Si on est le camp en attaque, on a dit qu'on ne les laissait pas tranquilles. Par exemple, on a beaucoup de points, on sait qu'on a beaucoup de points. On ne les laisse pas tranquilles. Donc, si on passe, ce n'est pas pour que le partenaire passe. Si on passe, c'est qu'on ne sait pas s'il faut les contrer ou surenchérir et on laisse le partenaire avoir le dernier mot. Pour ça, il faut que le partenaire n'ait pas déjà passé. Si c'est lui qui a passé, c'est lui qui nous a donné le dernier mot. Alors là, bon, il faut prendre une décision. Mais si on ne sait pas quelle décision prendre, on peut employer ce pass forcing. Pourquoi on appelle ça un pass forcing? Parce que c'est un pass qui oblige le partenaire à parler. Et ça, c'est uniquement dans un cas de figure où on a dit déjà, tous les deux, explicitement, notre camp, qu'on était le camp en attaque. Alors, clairement, quelles sont les situations les plus fréquentes de pass forcing? Par exemple, je l'ai dit un peu tout à l'heure, alors ça je ne l'ai pas dit, après une ouverture forte, si on ouvre de 2 sans atout, des fois on ouvre de 2 carreaux forcing de manche ou de 2 trèfles forts indéterminés, et l'adversaire il fait une enchère de barrage pour nous gêner, ça arrive. Hein. Et bien à ce moment-là, si on fait un pass, évidemment c'est un pass forcing. Ça veut dire je ne sais pas ce qu'il faut faire. Voilà. Par exemple, je ne sais pas moi, vous ouvrez 2 trèfles forts indéterminés, l'adversaire intervient à 3 piques, votre partenaire passe, l'adversaire à droite dit 4 piques, par exemple. Vous ne savez pas s'il faut monter au niveau 5 ou pas. Bah, vous pouvez, si vous savez, vous voulez monter au niveau 5, vous montez. Si vous voulez contrer l'adversaire, vous contrez. Mais si vous ne savez pas, vous pouvez aussi passer. Et votre partenaire, comme vous avez ouvert de 2 trèfles ou de 2 carreaux, il ne peut pas laisser 4 piques sans les contrer. Hein. Donc, il va forcément faire quelque chose. Pareil, si vous ouvrez que votre partenaire change de couleur au niveau de 2. Ça, d'un seul coup, votre camp, il devient le camp en attaque nécessairement. Donc, vous ne laisserez jamais les adversaires jouer sans les contrer. Donc, si vous passez, votre partenaire est obligé de parler. Ou après une ouverture et un Q-bit, par exemple. Ou après une ouverture et un surcontre aussi, par exemple. Enfin, il y a plusieurs cas de figure qui arrivent de temps à autre. Et là, ça instaure tout de suite l'application du pass forcing. Alors, on va regarder ensemble quelques exemples. Je vois qu'il nous reste 20 minutes, c'est parfait, on est dans les temps. Alors, voici un exemple. Alors, notre adversaire a fait un barrage à 3 trèfles, notre partenaire surenchérit à 3 cœurs, il fait une intervention, il dit qu'il a 5 ou 6 cœurs, qu'il a 5 beaux cœurs ou qu'il a 6 cœurs et qu'il a au moins 11-12 points. Là, il n'y a pas de barrage sur un barrage, encore une fois. Donc, votre partenaire, il fait une vraie enchère. Et l'adversaire monte directement à 5 trèfles pour nous gêner. Alors, la question qu'on va se poser à chaque fois, c'est est-ce que je vais surenchérir? Est-ce que je vais contrer? Voilà. Alors là, est-ce que c'est une situation de pass forcing? On aurait envie, mais malheureusement, non. Là, les situations de pass forcing, elles sont quand même assez répertoriées. Là, on n'a aucune idée de qui est le camp en attaque. Là, on a une idée d'après notre jeu, parce qu'on a un peu de points, donc mais ça aurait pu être, on aurait pu aussi sur 5 trèfles avoir 0 points. Mon adversaire a fait un barrage, il a un jeu faible, et Est, il peut avoir un jeu très fort hein, quand il est 5 trèfles. Donc là, ça n'est pas dit qui est le camp le plus fort. Je ne parle pas de notre jeu, je parle de la séquence là. Donc là, la séquence, elle n'appelle pas à un pass forcing dans le sens où on ne sait pas qui est le camp qui a le plus de points.
Moi, si j'avais 0 points et que mon partenaire en avait 12 ou 13, bah, ce serait eux le camp en attaque, clairement. Donc là, il n'y a pas de pass forcing. Attention, le pass forcing, on ne peut pas le mettre à toutes les sauces. On le met que quand on a déjà dit qu'on avait plus de points que l'adversaire à nous deux. Là, en aucun cas, on a dit qu'on avait plus de points que l'adversaire. Hein. L'adversaire a fait un barrage, d'accord. West, il est faible, d'accord. Mon partenaire a plus de points que West. Oui, il a 12 points, 11, 12 points, 13 points, 14 points, c'est vrai. Mais Est, il peut avoir 20 points, donc on n'en sait strictement rien. Est, il peut très bien avoir 20 points. Hein. Donc, c'est tout à fait possible. Hein. Il fait peut-être 5 trèfles pour faire un contrat de sacrifice, mais il dit peut-être 5 trèfles pour gagner 5 trèfles parce qu'il a 20 points, il pense que c'est la bonne décision. Donc là, il n'y a pas de camp en attaque clairement identifié. Donc là, si je disais pass, attention, ce ne serait pas un pass forcing. Ce serait un pass qui voudrait dire j'ai pas de points, je ne veux pas monter, je ne veux pas les contrer, j'ai pas de points, j'ai rien. Donc là, le pass ne serait pas un pass forcing. Hein, attention. Donc là, puisque j'ai des points, il faut que je prenne une décision. Alors vous l'aurez, là, ça va vous sembler facile, hein, je pense. Quand vous avez beaucoup d'atouts, vous avez un singleton à trèfle. Là, la vulnérabilité n'est pas très importante, hein, puisqu'on a dit que la vulnérabilité, elle est importante quand on est dans un contrat de sacrifice. Mais là, on va essayer de dire 5 cœurs pour essayer de gagner 5 cœurs avec ce jeu-là. Donc, comme on a beaucoup d'atouts, qu'on a un singleton à trèfle, et qu'on a quand même envie d'exprimer tout ça, on va céder un petit peu au chantage de l'adversaire et on va accepter de bonne grâce à monter à 5 cœurs. Au nom des deux paramètres qu'on avait dit tout à l'heure, c'est-à-dire beaucoup d'atouts. Là, on a 10 ou 11 atouts, un singleton dans la couleur de l'adversaire, et en plus, on a une concentration d'honneur plutôt dans nos couleurs longues. Donc ça, c'est encore mieux. Ça, c'est très bien dans les cœurs, et dans la longue à pique, l'avoir l'as, c'est bien aussi. Voilà. Donc, 10 ou 11 atouts, un singleton à trèfle, eh bien, tant pis, si on chute 5 cœurs, ça peut arriver, ben on félicitera l'adversaire qui nous aura embêtés et qui nous aura fait chuter 5 cœurs. Mais si on monte jamais avec des jeux comme ça, c'est plutôt à l'arrivée, à la fin de l'année, ce sera plutôt perdant de jamais monter avec des jeux comme ça. C'est quand même notre intérêt quand on a une distribution très intéressante et beaucoup d'atouts. Alors maintenant, je vous donne ce jeu-là, qui n'a rien à voir. 3 trèfles, 3 cœurs, 5 trèfles. Alors, le jeu d'avant, je ne doutais pas que vous disiez 5 cœurs. Ce jeu-là, vous avez 10 points. Vous avez un fit à cœur, ça c'est vrai. Vous avez 8 ou 9 cartes à cœur. Mais cette fois-ci, vous n'avez plus beaucoup d'atouts quand même. Vous avez un jeu plat. Vous n'avez pas envie de surenchérir au palier de 5 avec un jeu comme ça quand vous avez un jeu plat. Pour autant, vous avez quand même 2 as. Et votre partenaire, n'oubliez pas qu'il n'a pas fait un barrage là. Il a dit qu'il avait environ au moins 11-12 points. Donc s'il a au moins 11-12 points, on peut le créditer au moins d'une levée de défense, voire de 2. Donc si vous avez 2 plis sur vous et que votre partenaire en a 1 ou 2, bah, c'est que le contrat de l'adversaire, il a des chances de chuter. Le méchant adversaire vous a empêché de gagner votre 4 cœurs parce qu'il est monté tout de suite à 5. Eh ben, rendez-lui la monnaie de sa pièce, comme on dit. C'est-à-dire qu'il vous empêche de gagner le 4 cœurs, eh ben, essayez d'engranger le maximum de points à 5 trèfles contrés. Là, au palier de 5, les contres, ils deviennent a priori à caractère punitif. Là, ce n'est plus un compte d'appel pour chercher je ne sais quoi. Hein. Là, c'est un compte qui veut dire j'ai des points, je pense qu'ils vont chuter, je suis peut-être fité à cœur, mais malheureusement, je ne veux pas non plus aller monter au niveau de 5 sous le simple prétexte que j'ai un fit à cœur qui est à peu près inexistant. Hein. Donc là, avec un jeu plat, votre intérêt, tant pis pour l'expression du fit à cœur, mais votre intérêt, c'est d'employer le contre. Voilà. Surtout, ne passez pas. Si vous passez, votre partenaire, il va penser que vous pouvez avoir 3-4 points, 2-3 points, 0 points peut-être. Et à ce moment-là, il risque de laisser les adversaires jouer 5 trèfles. Il va les laisser, puisque le pass, là, il n'est pas forcing. Si vous avez 0 points, il faut bien les laisser gagner leurs 5 trèfles. On ne va pas monter à 5 cœurs si on a un jeu comme ça avec 0 points. Hein. On va les laisser jouer 5 trèfles. Il n'y a pas de pass forcing là. Voilà. Je ne sais pas si vous étiez familier avec le pass forcing, mais attention, on ne le met pas à toutes les sauces. On le met que quand on est le camp en attaque. Voilà une situation de pass forcing. On ouvre d'un pic. L'adversaire intervient à 2 carreaux. Mon partenaire fait un cubid à 3 carreaux. Ce cubid, dans le standard français, c'est-à-dire dans le CEF, il dit j'ai 4 cartes à pique, parfois 5, mais enfin souvent 4, et j'ai un jeu pour jouer la manche. Voilà ce qu'il dit. Donc il a au moins 13 points. Et il a 4 cartes à pique. Et l'adversaire, qui a l'air d'avoir beaucoup de carreaux, monte à 5 carreaux.
Donc 5 carreaux, j'ai toujours le choix. Est-ce que je cède au chantage de l'adversaire en montant à 5 piques? Est-ce que je le contre? Ou est-ce que je passe? Et là, si je passe, comme on est clairement identifié comme le camp en attaque, puisque mon partenaire a fait un Q-bid, donc là on est le camp en attaque, eh bien si je passe, il n'a pas le droit de passer. C'est interdit. Il n'a pas le droit de passer. Enfin, il n'a pas le droit. S'il le fait, on va faire les gros yeux, c'est tout. On va prendre un zéro. Mais voilà, normalement, il n'est pas censé passer parce qu'il sait il sait que c'est nous qui avons beaucoup plus de points que les adversaires. Donc, si on a beaucoup plus de points que les adversaires, c'est une situation où on ne peut pas les laisser jouer. Soit on les contre, soit on surenchérit. Mais on ne peut pas passer. Alors là, avec un jeu comme ça, on a un jeu minimum en points d'honneur, hein, puisqu'on n'a que 11 points. On a ouvert parce qu'on avait une distribution très intéressante. Donc on ouvre avec un jeu comme ça, hein, ça va de soi. Hein. Maintenant, la question est, est-ce que je surenchéris ou pas? J'ai un jeu très minimum en points, mais j'ai une chicane à carreau. Et la chicane à carreau est un élément suffisant en soi, pour surenchérir tout seul, même si on est minimum. En disant 5 piques, je ne dis pas du tout que je veux aller à 6 piques, je dis que je sais que je n'ai pas envie de jouer 5 carreaux contrés. J'ai 0 carreau, je n'ai donc pas envie de jouer 5 carreaux contrés. Statistiquement, j'ai des chances de gagner le 5 piques parce que je vais couper les carreaux d'entrée. J'ai des chances de gagner le 5 piques et je sais qu'on ne ramassera pas monts et merveilles au contrat de 5 carreaux contrés. Je ne gagnerai pas tant de points que ça parce que j'ai 0 carreau. Donc, c'est mon intérêt de dire 5 piques. 5 piques, ce n'est pas une enchère de chelem, c'est une enchère purement compétitive. Je ne veux pas spécialement aller à 6, mais je dis que j'ai de quoi tout seul d'aller à 5. Je peux aller à 5 tout seul. Ça, c'est uniquement motivé par la chicane à pique. Et puis, c'est vrai qu'on a quand même des points concentrés dans les couleurs longues, donc ça, c'est pas mal. Mais comme on n'a que 11 points, on n'envisage pas tellement le chelem. Mon partenaire, s'il a vraiment beaucoup de points, il pourra y aller, mais je ne l'empêche pas. Mais moi, je n'ai pas trop envie d'y aller pour l'instant. Voilà. Donc, minimum en point d'honneur, mais avec une distribution très attrayante, eh bien, je peux surenchérir moi-même, je prends la décision, je prends la responsabilité de surenchérir. Alors, deuxième cas de figure, un pique, 2 carreaux, 3 carreaux, même séquence. Hein. Un pique, 2 carreaux, 3 carreaux, 5 carreaux. Ça recommence, il faut prendre une décision. Ne vous laissez jamais aveugler par le fait que votre partenaire est fort. Vous regardez votre jeu. Votre jeu, il vous dit quoi? Vous n'avez pas d'atout surnuméraire par rapport à ce que vous avez dit. Vos atouts sont de mauvaise qualité. Vous avez un jeu plat. Parce que pour quelqu'un qui a une couleur 5e, le jeu 5-3-3-2, c'est le jeu le plus plat possible. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas d'honneur à carreau. On aimerait bien contrer avec un honneur à carreau. Mais quand on contre au niveau 5, ça ne veut pas dire qu'on a un as ou un roi dans les carreaux. Hein. Ça veut juste dire, je ne suis pas partant, moi, de mon point de vue en tout cas, je ne suis pas partant pour qu'on aille se balader au niveau de 5. Et là, c'est le cas de figure, c'est ce cas de figure. Pourquoi on irait se balader au niveau de 5 avec un jeu comme ça? On n'a pas envie de se balader au niveau de 5 avec un jeu comme ça. On a 2 cartes à carreau, on a des atouts qui sont de très mauvaise qualité, donc on n'a pas envie d'aller se balader au niveau de 5. Pour signifier qu'on n'est pas très partant pour aller au niveau de 5, on a une enchère toute trouvée, c'est l'enchère de contre. Ça veut dire ça ne m'intéresse pas d'aller au niveau de 5. Alors, si mon partenaire a par exemple une chicane à carreau et qu'il a un jeu très intéressant, il peut faire fi, il peut dédaigner ce que je lui raconte et aller quand même au niveau 5. C'est son droit, hein, bien sûr. Hein. Mais moi, j'essaie de l'en dissuader un peu parce que je me dis quand même, j'ai quand même un jeu où je n'ai pas grand-chose de bien pour qu'on gagne notre 5 piques. À 5 carreaux, ça va chuter. Hein. Mon partenaire, il a au moins 12 points. Moi, j'en ai beaucoup aussi. Ils vont chuter 5 carreaux. Hein. Ça arrivera une fois sur 1000 qu'ils gagnent 5 carreaux. Bah, tant pis pour cette fois sur 1000. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas tellement combien est-ce qu'ils vont chuter de 1 ou 2 ou 3 carreaux. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'on gagne le 5 piques. Si j'ai l'impression que non, il faut que je compte. Voilà. Un jeu régulier, des atouts de mauvaise qualité. On ne veut pas trop que le partenaire surenchérisse. Donc, on contre et on dissuade le partenaire de surenchérir. C'est un compte punitif finalement, mais on ne garantit pas roi dame valet de carreau parce que ça n'arrive jamais quand il monte à 5 carreaux qu'on est roi dame valet de carreau. Ça veut dire j'ai un jeu où je ne veux pas surenchérir. Voilà, c'est tout. Alors là, même cas de figure, on est catalogué comme le camp en attaque puisque mon partenaire a fait un Q-bid sur mon ouverture, donc on est clairement le camp en attaque.
et l'adversaire est clairement le camp en défense qui fait un contrat de sacrifice pour m'embêter. Eh bien là, typiquement, c'est un cas de figure où on ne sait pas trop. On a un jeu qui est pas mal, on a un cingleton à carreau. Enfin, il faut quand même surenchérir à 5 piques, hein. C'est pas rien 5 piques. Hein. Il me manque l'as de pique, la dame de pique, le roi de cœur, la dame de cœur, l'as de carreau, l'as de trèfle, la dame de trèfle. Il manque quand même des cartes. Donc, en fait, on sait pas, on a un cingleton à carreau, c'est pas mal quand même un cingleton à carreau. En fait, on ne sait pas trop s'il faut surenchérir ou pas avec un jeu comme ça. Ça tombe bien, puisque comme on est le camp en attaque, c'est clair, là, c'est clarifié. On l'a dit, c'était répertorié dans les situations qu'on a dit tout à l'heure. Comme on est clairement le camp en attaque, eh bien, le pass est forcing. Donc, si le pass est forcing, mon intérêt avec ce jeu-là, c'est de dire passe. Je dis à mon partenaire, je ne peux pas aller à 5 piques tout seul, mais ça ne me dit pas trop non plus de les contrer pour l'instant. Peut-être qu'on gagne 5 piques quand même. Je ne veux pas t'empêcher d'y aller. Je ne veux pas te dissuader d'aller à 5 piques. Donc, on transfère la décision. C'est un peu lâche, c'est vrai, mais on transfère la décision finale. On renvoie la balle au partenaire en faisant un pass forcing. On est le camp en attaque, mais on ne sait pas quelle décision prendre. Si par exemple mon partenaire il a beaucoup as-dame de pique et par exemple qu'il a des éléments de distribution qui sont intéressants, il pourra aller à 5 piques. Si par contre il a des piques qui ne sont pas très beaux et puis qu'il a un jeu un peu plat et puis que ça paraît un peu compliqué, qu'il a déjà dit 3 carreaux, fait un cubide un peu ras des pâquerettes et que ses atouts ne sont pas très très beaux, bah à ce moment-là il pourra contrer. Il ne laissera pas jouer, hein, il n'a pas le droit. Hein. Il pourra contrer et à ce moment-là on marquera 100 points ou 300 points ou 500 points à 5 carreaux contrés. En tout cas, je laisse la décision à mon partenaire. Voilà, je transfère la décision. Ça n'est valable, ce pass qui transfère la décision n'est valable que parce qu'on est clairement le camp en attaque. Sinon, ça ne marche pas. Alors, voilà un cas, par exemple, où on est le camp en attaque aussi, clairement. C'est le dernier cas de figure de cette conférence. Enfin, ce n'est pas le dernier exemple, parce qu'il y aura plusieurs exemples à partir de cet exemple-là, mais c'est le dernier cas de figure. Un cœur passe 2 trèfles. Là, je suis clairement le camp en attaque. Puisqu'il a 12 points, j'ai au moins 11 points. Donc, on a au moins 23 points à nous deux. Bon, si on n'a que 22, on n'a que 22, mais tant pis, peu importe. On considère qu'on est le camp en attaque. On est majoritaire en points, on est le camp en attaque. C'est établi par la séquence d'enchères, encore une fois. L'adversaire fait un barrage à 3 piques, passe 4 piques. Ils ont beaucoup de piques, ces gens-là, ils ont 9 ou 10 cartes à piques. Souvent 10. Peut-être 9, hein, ils peuvent m'embêter, hein, ils font ce qu'ils veulent, les adversaires. Mais bon, souvent, ils en auront 10. Alors, c'est à moi de voir ce que je veux faire. Alors, moi, je me dis, est-ce que je cède au chantage et je vais au niveau 5 ? Eh bien, je vais passer les éléments au crible. Je vais regarder un petit peu qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Est-ce que j'ai beaucoup d'atouts dans une couleur ? On a un fit à cœur, mais un fit de combien de cartes à cœur ? 8. Donc là, c'est pas non plus les Nirvana, et en plus, nos cœurs, ils sont quand même pas très beaux. Bon, est-ce que j'ai des éléments de distribution qui sont intéressants ? Pas grand-chose. 5-3, 3-2, c'est un jeu régulier. Hein. C'est plus le partenaire. Peut-être qu'il y a un cingleton à pique, mais on n'en est pas sûr. Hein. On a dit que le partenaire, c'est lui qui jugera son cingleton à pique. Donc nous, on a un jeu plat. On n'a pas un fit conséquent quelque part. On a un petit fit à cœur, mais ça s'arrête là. C'est quand même un fit minimal. Un fit de 8 cartes, c'est le minimum. Hein. Donc, quand on a un jeu plat comme ça, et on s'apprêtait à aller au niveau 4, mais ce n'est pas parce qu'on s'apprêtait à aller au niveau 4 qu'il faut céder au chantage pour aller au niveau 5. Là, votre intérêt, c'est de contrer pour dire au partenaire, bon, le capi qui va chuter, hein, ça c'est sûr, mais on a déjà 2 levées et demi de défense, et le partenaire, il a ouvert, donc il a au moins 2 levées aussi. Mais on ne veut pas aller à 5 cœurs parce qu'on a un jeu trop plat. Si on avait eu un cœur en plus, là, on serait peut-être posé la question, mais là, on a un jeu avec seulement un fit de 3 cartes à cœur, donc on ne va pas aller au niveau 5. Il n'y a pas de raison qu'on cède au chantage. Donc, je dissuade mon partenaire avec un jeu plat. Je dissuade mon partenaire d'aller au niveau de 5. Évidemment que j'aurais préféré avoir un as ou un roi de pique. Ça m'aurait donné encore plus envie de contrer. Mais le simple fait d'avoir un jeu très plat comme ça fait que je ne le sens pas. Le niveau 5, on ne le sent pas. Hein. Finalement, on a combien de points utiles ? On a
le valet de pique ne sert à rien, évidemment. Donc, on a combien? On a 12 points utiles. Bon, 12 points utiles avec un point de distribution, admettons, ça fait 13. 13, le partenaire, il a promis 13, 12, 13, 14 points. Et après, sur 3 piques, je vous rappelle qu'il a passé, donc il n'a rien d'intéressant. Donc, il a 13 points, admettons, 14 points, 13 points. Et moi, j'en ai 13. 13 et 13, 26. 26 points, gagner 5 cœurs avec 26 points, c'est un peu délicat quand on a une distribution qui n'a pas d'intérêt. Hein. Donc, le mieux, c'est de contrer. Et tant pis, on est frustré, on n'a pas donné notre fit à cœur, c'est vrai, on s'apprêtait à le donner, mais l'adversaire nous a coupé l'herbe sous le pied, bah, tant pis, on ne peut pas le donner au niveau 5. Ce n'est pas parce qu'on est frustré de ne pas donner un fit qu'on va le donner à n'importe quel niveau. Ça ne va pas. On l'aurait donné au niveau 3 ou au niveau 4, c'est sûr, au niveau 4 a priori, mais on ne va pas le donner. Ce n'est pas parce qu'on donne au niveau 4 qu'on va le donner forcément au niveau 5. On n'est pas obligé de céder au chantage. Donc, je contre. Alors, un jeu comme ça, donc même situation, mais c'est un jeu différent, mais c'est la même situation. Eh bien, un cœur passe 2 trèfles. J'ai dit que j'avais au moins 4 ou 5 trèfles et au moins 11 points. 3 piques passent 4 piques. Moi, mon conseil, c'est quand vous avez une très belle couleur longue, là, vous avez 7 cartes à trèfle. Vous n'avez pas eu l'occasion de dire que vous avez 7 beaux trèfles jusqu'ici. Bon, bah, si vous avez 7 très beaux trèfles, ce n'est pas sûr à 100% qu'on ait un fit, mais statistiquement, ça va être quand même bien de ne pas laisser l'adversaire jouer son 4 piques et de monter à 5 trèfles. Voilà. Ce n'est pas sûr que ce soit la bonne option à 100%, mais quand même, avec une belle couleur longue 7e, c'est quand même notre intérêt. Donc là, on ne veut pas trop demander l'avis au partenaire. Donc, si on ne veut pas demander son avis au partenaire, on répète notre couleur avec beaucoup de cartes dedans. Voilà. C'est un bon pari. Statistiquement, ce sera plutôt l'option gagnante. Alors, maintenant, avec le cas de figure, évidemment, celui-ci. Un cœur passe, je dis 2 trèfles, parce que j'ai 13 points. Alors, bon, on enlève un point pour une dame sèche, d'accord, on a 12 points. Alors, on a 12 points. Alors, on a dit 2 trèfles, évidemment. Et évidemment, l'adversaire 3 piques passe 4 piques. Eh bien, avec ce jeu-là, finalement, on a quand même un cingleton à pique. C'est la dame, d'accord, mais c'est un cingleton. Donc, contrer l'adversaire à 4 piques avec un cingleton à pique, ça ne donne pas trop une bonne image de notre jeu. On contrerait l'adversaire si on avait plutôt 2 cartes à pique. Mais avec un cingleton à pique, on n'est pas très jouasse, on dit, de contrer l'adversaire à 4 piques. Mais on ne peut pas vraiment décider d'aller au niveau 5 tout seul. On ne sait pas où on est, on ne sait même pas si on est vraiment complètement fité quelque part. On pourrait être fité à trèfle, hein, mais on n'est pas sûr. En plus, nos trèfles ne sont pas très beaux. Donc, ce qu'on peut faire quand on a ce genre de jeu, comme on est le camp clairement en attaque, on ne sait pas ce qu'il convient de faire. Quand on ne sait pas ce qu'il convient de faire, on a une bonne nouvelle, c'est qu'on a à disposition le pass forcing pour dire au partenaire, je ne sais pas s'il faut surenchérir, je ne sais pas s'il faut les contrer, si tu as envie de contrer l'adversaire, on les contrera. Si une outil est contre, on va passer, on va essayer de faire, on va faire chuter, mais c'est surtout qu'il n'a pas envie de monter à 5 trèfles ou à 5 cœurs, il n'a pas envie de monter. Donc s'il n'a pas envie de monter, on respectera sa décision. Donc quand on n'est pas sûr de vouloir surenchérir, et qu'on est clairement le camp en attaque, comme c'est le cas, c'est défini ici par la séquence 1 cœur passe de trèfle, eh bien on a intérêt à contrer. On a intérêt à passer, pardon. On a intérêt à passer pour laisser le partenaire décider. On lui transfère la décision. Alors, dernier cas de figure avant la fin de cette conférence. Un cœur passe, on a répondu 2 trèfles. Là, vous remarquez qu'on a un très très beau jeu là. On a un as de pique sec, on a 2 petits cœurs, roi valet de carreau 3e, et on a 7 trèfles avec as dame valet. Donc on a dit 2 trèfles, l'adversaire dit 3 piques, mon partenaire passe, c'est-à-dire qu'il n'a rien de spécial à dire. Il a un jeu parfois qui n'est pas si mauvais, mais bon, il n'a rien de spécial à dire. Et S dit 4 piques. Alors moi, je suis confronté à un petit problème qui est un peu différent de ce qu'on avait vu jusqu'ici. Moi, j'ai quand même un très beau jeu, hein, vous remarquez, là, franchement. Il est possible, mais pas certain, qu'on ait un chelem à l'atout trèfle. C'est possible. Mais ce n'est pas certain. J'en sais trop rien. Et on a un gros problème, c'est qu'on n'a plus trop de place. Alors, on a une solution quand on a un problème et qu'on n'a plus trop de place, mais qu'on a le pass forcing. Ma solution est la suivante. Si je dis 5 trèfles directement, c'est bien jugé de dire 5 trèfles.
Mais le problème, c'est que mon partenaire, il va penser que je veux simplement jouer 5 trèfles, mais que je n'envisage pas forcément un chelem. Hein. Je vous rappelle la main suivante, bon, je ne la remets pas, mais si vous revenez en arrière dans la conférence, vous avez la main avec 7 trèfles avec As, 3 valets, je vous rappelle qu'on n'avait pas grand-chose à côté. Là, on a quand même 7 trèfles avec As, Dame, Valet, et on a quand même des bonnes cartes à côté. Hein. Mon partenaire, il suffit qu'il ait le roi de trèfle, l'As de cœur et l'As de carreau, et déjà, le chelem, ça commence à être jouable. Hein. Mais il n'a pas toujours ça. Donc, il faudrait lui demander son avis. Le moyen de lui demander son avis, c'est assez sioux. Le moyen de lui demander son avis, c'est d'employer le pass forcing. Alors ça ne peut se faire, il faut avoir le cœur bien accroché évidemment, que si le partenaire est au diapason. Hein. Normalement, il n'est pas censé passer sur notre passe. Donc on passe. Comment va réagir le partenaire? Le partenaire, soit il veut aller à 5 trèfles, ou il veut surenchérir. Alors s'il veut surenchérir absolument, c'est qu'il aura un jeu intéressant. S'il a un jeu intéressant, on jouera 6 trèfles. S'il dit 5 trèfles, par exemple, c'est-à-dire qu'il a envie de gagner 5 trèfles s'il dit 5 trèfles. S'il se sent d'aller à 5 trèfles tout seul, ça veut dire que moi, je peux légitimement penser qu'il y a des grandes chances qu'on gagne 6 trèfles. Donc s'il dit 5 trèfles, je pourrais dire 6 trèfles. Même s'il dit, admettons, 5 cœurs, ça peut arriver, admettons, le pire des cas, mais bon, dire 5 cœurs, il aurait peut-être dit 4 cœurs au tour d'avant s'il avait vraiment beaucoup de cœurs. Donc là, quand on fait un pass, on lui propose quand même plutôt de jouer un peu dans nos trèfles à nous. Donc s'il dit 5 cœurs, à ce moment-là, j'aviserais, soit je le laisse à 5 cœurs, c'est-à-dire qu'il a 6 ou 7 cœurs, hein, s'il répète ses cœurs. Moi, je n'ai jamais promis des cœurs. Hein. Dans ce cas, je le laisserai peut-être à 5 cœurs, ou bien je tenterai 6 trèfles. J'aviserai. Ce sera un autre débat, mais ce sera assez rare. La plupart du temps, en réalité, ce que mon partenaire va faire quand j'ai un jeu comme ça, c'est que lui, il va faire un contre. Parce qu'il n'a pas forcément envie de monter tout seul à 5 trèfles. Si mon partenaire fait un contre, je dirais maintenant seulement 5 trèfles. En disant le pass forcing, mon partenaire fait un contre, ce qui va arriver assez souvent. Et je dis 5 trèfles à ce moment-là, en fait, je lui laisse son avis sans le lui laisser. C'est un peu, le partenaire il va me dire, mais qu'est-ce qu'il me fait? Il me laisse mon avis, il me donne mon avis, je veux jouer 4 piques contrées, et il dégage quand même à 5 trèfles. Eh bien, ça veut dire, dans ce genre de cas, ça veut dire qu'on veut proposer le chelem au partenaire. Si on veut jouer 5 trèfles sans proposer le chelem, on dit 5 trèfles directement. Ça veut dire je veux jouer 5 trèfles, mais je ne veux pas jouer le chelem. Si on veut proposer le chelem, on passe, le partenaire va souvent contrer et on dira 5 trèfles. Si sur le pass, mon partenaire ne contre pas, il dit 5 trèfles, on a dit que ça veut dire qu'il a de quoi jouer 5 trèfles tout seul, qu'il est content dans l'idée de jouer 5 trèfles. S'il est content lui-même de jouer dans l'idée de jouer 5 trèfles, c'est que nous, on peut rajouter le 6e trèfle. On peut aller au chelem. Donc, on envisage le chelem, mais on ne veut pas l'imposer. On n'a plus trop la place de le proposer. Vous remarquez là, comment on pourrait faire pour proposer le chelem? C'est compliqué, on n'a plus la place. Eh bien, la bonne tactique, ça consiste à faire un pass forcing. Le partenaire va forcément réagir, et s'il fait un contre, ce qui va arriver souvent, je dirais 5 trèfles, maintenant seulement. Et ça veut dire, je veux jouer 5 trèfles, mais comme j'ai passé avant, ça veut dire que j'ai même de quoi proposer d'aller à 6 trèfles. Sinon, j'aurais dit 5 trèfles tout de suite, si je ne voulais pas aller à 6 trèfles spécialement. C'est assez compliqué, je suis d'accord, mais c'est une manière qu'on a de faire dès qu'on est la situation de pass forcing. Je me permets juste une dernière petite chose. Je reviens sur la situation d'avant. Là, par exemple, aussi, c'est une situation de pass forcing. La situation là. Par exemple, je vous redonne ce jeu-là très rapidement, parce que j'y pense maintenant. Là, 1 pique, 2 carreaux, 3 carreaux, 5 carreaux. On a dit que le partenaire avait fait un cubid. Donc, si on fait un pass, c'est un pass forcing. Si on envisage le chelem à la 2 pique, c'est tout à fait une possibilité. Alors là, on ne l'envisageait pas parce qu'on a dit 5 piques, parce qu'on avait une chicane à carreau, mais comme on avait un jeu quand même seulement de 11 points, on était minimum, on a dit on n'envisage pas. Mais transformer le valet de cœur en roi de cœur, ou transformer même, transformer le valet de trèfle en roi de trèfle. Si vous transformez le valet de trèfle en roi de trèfle, peut-être là, d'un seul coup, le chelem, il pourrait se faire, des fois, si le partenaire il a un contrôle à cœur. Eh bien, pour savoir ça, pour donner l'idée que vous avez peut-être envie de jouer un chelem, vous pouvez, c'est une arme que vous avez, un outil que vous avez à disposition, vous pouvez passer, c'est un pass forcing. Votre partenaire, ça va arriver assez fréquemment qu'il dise contre,
et vous enlèverez son contre. Si vous passez votre partenaire contre dans l'idée de dire bon, tu me laisses le choix, bah, je l'ai contre, et que vous enlevez exprès votre contre, c'est pas, vous ne voulez pas du mal à votre partenaire, c'est juste pour lui dire moi je comptais de toute façon surenchérir, et comme j'ai commencé par faire un pass d'abord, c'est que j'ai un jeu plus optimiste, j'ai un jeu plus intéressant que si j'avais fait une enchère directe. Voilà, c'est assez compliqué, c'est niveau première série, voilà. Mais deuxième série, bon, j'espère que vous avez bien compris le principe, mais quand on cherche un chelem et que l'adversaire nous prend à la gorge, on a cette possibilité de faire un pass forcing pour dédoubler nos enchères. Les enchères directes sont des enchères distribuées avec une distribution mais pas très forte, et les enchères avec un pass forcing, le partenaire contre et ensuite on parle, ça veut dire qu'on a un jeu encore plus intéressant pour proposer le chelem. Voilà. Après, si vous voulez imposer le chelem, vous n'avez pas besoin de l'avis de votre partenaire. Mais pour proposer le chelem, on a ça à disposition. Voilà. Bon, je revenais parce que j'aurais dû mettre un cas de figure en plus là, j'aurais pu vous en mettre un avec un pass forcing ici. Mais bon, on l'a bien vu en détail, le pass forcing à la fin. Hop, c'est la fin. Vous la connaissez celle-là, pour celles et ceux qui ont suivi les autres conférences, le petit oiseau qui s'en va. Et je vous remercie pour votre attention. Je vais arrêter le partage d'écran. Donc, voilà. Et je dis au revoir à celles et ceux qui nous suivent sur l'enregistrement.